heureux, heureuses avec Adèle de recevoir tout ce beau monde à la documentation et voilà, ce beau monde des deux côtés. Donc je dois d'abord excuser Françoise Hugon, qui est la documentaliste qui s'occupe de ce lieu, qui a eu un lumbago et qui est donc, qui est à l'initiative de cette soirée de ce soir, mais qui a un lumbago et qui n'a pas pu venir. Donc je la remplace au pied levé. Donc cette soirée, ça s'appelle À l'invitation. C'est un dispositif qu'a monté Françoise ici à la documentation, dont le principe est qu'une personne de l'école, élève, personnel, intervenant, voilà, invite des acteurs, faiseurs, fabricateurs de livres pour venir échanger donc avec eux, avec la population de l'école, sur des sujets divers et variés. Et donc aujourd'hui, c'est Adèle Nitré, qui est donc élève à l'école depuis cette année, qui a donc proposé qu'on invite ici à la documentation les acteurs de ce livre, Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre. Et donc on a la grande chance d'avoir beaucoup de ces acteurs. Donc c'est un livre collectif qui a été fait par beaucoup de gens. Donc on a une bonne représentation ici. Donc peut-être je vais vous présenter rapidement et puis on va commencer. Donc c'est Adèle qui va mener la discussion et puis évidemment on est très heureux que vous soyez tous là et donc on va avoir un temps d'échange collectif à la suite de la discussion. Donc je présente rapidement. Donc on a Benoît Santiard qui est là, qui est designer graphique, qui a mis en forme le livre. Anne Zweibaum, merci, qui est éditrice des éditions locaux, qui a donc édité le livre. Cyril Weiner, photographe, qui a contribué par l'image à ce livre. Jérémy Butin et Christophe Laurence, qui sont donc enseignants au DSA Alternative Urbaine à Vitry-sur-Seine, qui ont été à l'initiative de l'ouvrage, puisque c'est un ouvrage réalisé en partie, enfin vous allez expliquer ça mieux que moi, par des étudiants qui sont ici présents au premier rang. Donc je ne connais pas vos prénoms, mais vous allez vous présenter. Et puis Patrick Bouchin, qui a donc préfacé ce livre. Voilà, je pense que aussi, merci beaucoup à Laurent Dubois, qui a donc organisé toute le son et l'image de cette soirée, donc qui va être enregistré, qui va pour garder une trace de cet échange à l'école. À Émilie Vabre, qui a organisé toute la scénographie de cette rencontre, et puis au BDE, notamment Alexis Juif, qui a donc préparé un petit pot à la suite de l'échange pour pouvoir discuter de manière plus informelle. Voilà, je ne me suis pas présentée, pardon, je suis Edith Alloer et je travaille ici depuis 3 ans, au mémoire, à l'accompagnement des mémoires en création industrielle, et je suis ravie d'être ici. Voilà, Adèle. Merci beaucoup. Donc merci. Je vais commencer par une question qui est pour Christophe et puis aussi pour les éditeurs. Donc, quel a été l'objectif pédagogique de ce projet et aussi pourquoi le format d'un livre, ce livre justement? Alors, on va partager un peu les questions pédagogiques avec Jérémy, mon collègue, et puis peut-être les étudiants, puisqu'ils sont là. En fait, c'est un livre qui s'est fait chemin faisant. C'était tout d'abord même pas l'idée d'un livre, mais simplement l'idée d'aller sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant une semaine avec des étudiants pour faire des relevés des cabanes, d'un certain nombre de cabanes existantes, avec l'idée de participer en gros à documenter tout le rayon de l'architecture sans architecte, entre autres, et puis dans l'idée de aussi pouvoir amener sur la table dans les écoles d'architecture, dans les écoles de design et partout où ça s'y prête, cette question d'une manière alternative d'habiter la terre qui est en train de se mettre en place sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc au départ, c'était simplement un travail strictement pédagogique. Et puis en parlant avec Patrick, comme ça, au détour d'une phrase, il me dit « Ah, mais c'est super, il faut faire un livre avec ça. » Bon, d'accord, on se dit « Bonne idée. » Ça commence à changer un petit peu la tournure des choses, quoi. Et bon, on se met donc en tête de faire un livre, mais au début qui était un livre assez simple, qui était un livre des relevés des cabanes. On n'en avait pas dit beaucoup plus sur la question
l'édition, et puis on part sur la ZAD, on fait les relevés, on revient, je vous passe les détails, on aura le temps d'y revenir sur la fabrication des choses. Et puis on rencontre Cyril Weiner qui nous dit, vous allez sur la ZAD, tiens, ça rentre dans mon projet photographique, ça m'intéresse de vous accompagner. Donc nous on est ravis, on dit bienvenue. Donc le livre est plus simplement un livre de dessin, mais un livre de dessin et de photos. Là aussi, Cyril aura le temps de revenir en détail sur son travail là-dedans. Et puis bien sûr, on a fini par ajouter 2 petits textes, un de Patrick, un de moi. Donc on a un livre de photos, de dessins et textes. Et puis on a rencontré, chemin faisant aussi, par accident, Benoît Santiard de Building Paris. Donc on a trouvé un graphiste. Et puis une éditrice et un éditeur avec Hans Feibaum et Eric Seize des éditions locaux. Et donc toute cette équipe-là, c'est-à-dire la vingtaine d'étudiants, plus tous ceux qui sont là ce soir, on s'est retrouvés quand même avec une grosse équipe à essayer de fabriquer quelque chose qui, au départ, n'était pas le projet d'un livre, était simplement le projet d'aller dessiner des cabanes. Et puis, donc voilà, c'est un projet qui, dans sa dimension, justement, dans sa manière de se fabriquer chemin faisant, est devenu pédagogique, notamment pour cette raison-là, qui est un projet qui se fait au gré des rencontres, comme on fait un peu des cabanes. Peut-être dire aussi qu'on travaille avec Christophe au sein d'un diplôme de l'éducation nationale qui s'appelle un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, avec une orientation qui vise à comprendre des situations et à travailler sur des situations qui, comme on dit souvent, prennent au sérieux la question du réchauffement climatique, avec des questions d'équité sociale, de préservation de la biodiversité, des milieux vivants, et d'une certaine forme de sobriété énergétique, voilà, pour le faire rapidement. Au départ, juste par rapport à cette idée de partir sur la ZAD, peut-être qu'on peut en dire 2 mots aussi. Il y avait plusieurs enjeux. Alors déjà, au sein de l'éducation nationale, ce n'était pas une évidence de se dire qu'on allait emmener des étudiants sur place. Ça a pu se faire. Et puis, les enjeux aussi pédagogiques, ils étaient multiples, en fait, qui donnaient des raisons d'aller sur place. Apprendre à lire et à qualifier un paysage, ça c'était une chose importante. Aborder aussi l'aspect politique de la question spatiale, et rencontrer des gens qui habitaient en lutte en quelque sorte. Et puis comprendre des stratégies d'occupation de l'espace, comment les habitants de cette zone s'étaient installés, pourquoi ils avaient choisi telle ou telle portion du bocage, pourquoi ils s'étaient orientés de telle ou telle manière, et puis comment concrètement ils avaient installé des lieux de vie, voilà. Et puis toute la question de l'organisation collective et de ses conséquences, voilà, en termes relationnels notamment. Voilà, donc ça c'était même en amont du livre, au moment où on est parti sur place. Et puis aussi des questions purement techniques d'apprentissage, apprendre à faire un relevé, observer aussi des systèmes constructifs sur place. Voilà, donc ça c'est un petit peu à la base de ce qu'on a voulu faire en partant là-bas. Juste un mot, l'idée de base c'était quand même de faire l'école hors les murs. Hein, c'est d'aller sur la ZAD. On s'est très vite dit qu'il y avait des choses à apprendre là-bas qu'on ne pouvait pas apprendre entre les murs d'une école. Je ne sais pas si les étudiants qui sont là veulent dire quelque chose sur ce qu'ils ont appris hors les murs. Du coup, on a appris... non, le fait d'y être et de dormir là-bas était important. On a appris à dormir dans un hangar tous ensemble pour se réchauffer parce qu'il faisait quand même -1, 2 degrés pendant toute la semaine. Donc on a appris l'idée de vivre aussi là-bas était important, de ne pas dormir à l'hôtel, et arriver tous les matins à 8h et repartir le soir à 18h, c'était important. Donc voilà, il fallait vivre avec eux aussi, c'était ça l'enjeu.
Moi, je vais rebondir justement sur ça pour une question pour toi, Patrick. Est-ce que, selon toi, on pourrait réinventer une école des savoir-faire par rapport à justement ce qui s'est passé à Notre-Dame, et puis aussi au début de l'ANSSI, et puis aussi par ton inspiration dans ce DSA Ouais, c'est... parce que c'est vrai, je pourrais... En 1963, il y a eu une très grande exposition au MoMA à New York de Bernard Rudowski qui s'appelait « Architecture sans architecte ». Les architectes ont attaqué cette exposition considérant que c'était une atteinte à la corporation. Et moi, c'est ce qui m'a fait changer. C'est en voyant le catalogue de cette exposition que j'ai compris que depuis qu'il y avait des architectes nommés comme tels, il y avait une perte des savoirs. Voilà, et que le fait de vouloir tout prendre pour un, on avait perdu tous les savoirs qui faisaient l'architecture. Donc c'est pour ça que moi je pense que faire des livres, c'est indispensable. J'ai presque été formé autant par des livres que par des actes. Voilà. Et donc il faut qu'il y ait des actes qui soient transcrits dans des livres et qu'éventuellement on puisse vivre avec un livre et y revenir sans cesse. Ce catalogue, il fait partie de ma bibliothèque et ça m'arrive souvent de le relire ou de le feuilleter, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que quand Christophe m'en a parlé, c'est cette école hors les murs est une école indispensable. C'est ce que je dis toujours. Même un professeur au Collège de France, un anthropologue, Lévi-Strauss, n'existait au Collège de France que parce qu'il dormait sous la tente avec des Indiens. Il ne pouvait pas être un anthropologue dans son bureau. Il n'était anthropologue que parce qu'il était sur le terrain. Et éventuellement, il revenait dans un lieu savant pour transmettre ce savoir. Et donc, je pense qu'on a perdu cette idée que le terrain, c'est pas avoir les pieds dans la boue et réservé aux imbéciles, enfin voilà, et que les bureaux, c'est réservé aux gens sachants. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que comme j'ai créé cette école et que je tenais le même propos à des étudiantes à l'époque qui me posaient cette question, et que je faisais un peu le malin en disant les sujets d'études sont dehors, et que le principe c'était de trouver les sujets d'études en regardant le journal de 13 heures. On regardait à la télévision jusqu'à temps qu'il y ait un sujet dans l'actualité qui fasse unisson parmi les étudiants en disant ça c'est un sujet que l'on doit traiter. Et donc alors on essayait tout comme ça, et un jour 2 étudiantes me montrent un événement qu'elles avaient vu à la télévision, qui était donc la destruction des camps de Palestiniens de Sabra et Shatila à Beyrouth. Et donc, l'une des deux me dit eh ben, si on va jusqu'au bout de ton raisonnement sur cette école, on doit y aller. Et donc, c'était bien pire que d'aller à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il fallait donc aller de manière clandestine au Liban, à Sabra et Shatila. Et donc, du coup, j'ai eu, bien sûr, un refus du ministère de la Culture et un refus de tout le monde. Et on y est allé, donc, comme des touristes, en passant par un autre pays. Et on s'est enfermé, donc, dans le camp de Sabra et Shatila. Et on a habité. Donc, c'est ce que tu dis. Ça n'a marché que parce qu'on est devenu habitants. C'est-à-dire qu'on a pu parler du camp parce qu'on était habitants. Les problèmes d'eau, d'électricité, de bruit, d'hygiène, les pères étaient partis, il n'y avait plus que les enfants et les mères. Et donc c'était en étant habitants. Donc je pense qu'il y a 2 choses qu'on doit retenir. 1, aller sur le terrain, c'est peut-être comprendre mieux le monde que dans son bureau, mais il faut ramener le monde dans son bureau. Et 2, il faut, pour comprendre les problèmes des autres, il faut les vivre avec eux, et non pas prendre de la distance. Voilà, c'est tout. Donc on retiendra ça de Notre-Dame-des-Landes, mais ça devrait en effet, on devrait le faire partout. Voilà, il y a eu une époque qui était la mienne, on allait dans les usines, on allait travailler par exemple, pour voir quelles étaient les conditions de travail. Hein, donc, qui aujourd'hui se dirait, tiens, je vais aller travailler dans un open space pour vérifier ce que c'est qu'un coworking ou un war room, parce qu'aujourd'hui j'ai appris un terme, maintenant il y a des war rooms, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans des bureaux pour améliorer la productivité. Alors, est-ce qu'on est capable de se dire, tiens, peut-être que le tertiaire aujourd'hui, c'est la mort des rapports sociaux, est-ce qu'on est capable d'aller dans un bureau travailler pour voir ce que c'est qu'un travail assis sur son cul avec un doigt juste sur un bouton. Voilà. Donc je ne peux pas répondre plus parce qu'après je ne vais pas prendre la parole. Mais juste pour vous dire que dans la vie, tout est fait de petits événements qui nous forment. Et donc, on ne sait jamais quand ça arrive. Donc, il faut être curieux sur tout, curieux sur l'actualité, curieux qui on rencontre dans la vie,
les amis, les amours, les relations professionnelles et tout. C'est très important. C'est ça qui construit. Voilà. Et donc, je pense que là, on était différents pour ceux qui sont allés et pour vous-même, avant Notre-Dame-des-Landes et après Notre-Dame-des-Landes. Ok, merci. Benoît, j'ai une question pour vous. Quel est le statut de ces relevés, justement, qu'on voit dans le livre, et comment vous les avez choisis et mis en page pour ce livre? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question pour moi. Peut-être plutôt... Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt une question pour ceux qui ont réalisé les relevés. Parce que moi, j'ai fait que les accompagner graphiquement, les faire en sorte qu'ils s'impriment correctement. Mais je ne sais pas, c'est peut-être plutôt à vous. Alors moi, je me dédouane, j'ai fait que relever et j'ai pas fait les rendus, donc je passe aux autres. Oui, sur la question des relevés, finalement, il y a eu un travail en 2 étapes. Vraiment, le moment où on a habité l'espace pendant ce voyage, pendant une semaine, où on était divisé par plusieurs groupes. Donc, il y avait à la fois les relevés dessins papier, donc ce que tu disais sur le côté pédagogique, simplement apprendre à relever, apprendre des détails, apprendre le maximum d'informations, parce qu'on savait que ça allait, de toute façon, on n'allait pas avoir d'informations complémentaires. Donc, il fallait bien être conscient de savoir ce qu'on allait relever, des détails, mais aussi du coup ça a posé des questions de comment est-ce qu'on les relève, comment est-ce qu'on les dessine, comment est-ce qu'on arrive à mesurer des choses qui ne sont pas adaptées généralement à ce type d'outils ou à ce type de relevé. Donc c'était simplement par des systèmes de dessin, croquis, relevés photographiques, et puis après des mises en commun, des discussions. Comme on était aussi en groupe, on ne savait pas sur quoi pouvaient travailler les autres à certains moments du voyage. Et puis après sur la deuxième phase, donc la reprise, c'était donc le gros travail, c'était de réussir à la fois garder la singularité des lieux, des différentes cabanes qui sont toutes différentes, qui témoignent toutes d'une manière d'habiter différente, avec des problématiques de terrain qui sont toutes spécifiques. Et puis en même temps réussir à faire un objet livre qui soit commun, qui soit homogène. Donc on a quand même travaillé pas mal par échange, pas mal à produire des chartes graphiques, à produire des banques de données, de végétaux, de ciel, de nuages, d'oiseaux, etc., qui faisaient partie intégrante des relevés. Nous, notre travail de graphiste, c'était vraiment d'accompagner des étudiants sur on va dire, l'homogénéisation, tout en gardant les spécificités dont tu parles, qui sont très contextuelles au final. Une cabane est sur l'eau, comment on représente l'eau, une cabane est dans la forêt, comment on représente la forêt, comment on s'assure que les modes de représentation sont justes. Il y a des questions d'épaisseur de traits, de profondeur, de premier plan, d'arrière-plan, etc. Mais notre travail, nous, finalement, il a quand même été très technique sur la base d'un travail qui a déjà été fait en amont par des étudiants. Après, nous, on a essayé de faire en sorte que le travail des étudiants, qui est par nature hétérogène, puisque c'est des dessins qui ont été réalisés par plusieurs étudiants, donc même s'il y a eu des chartes, etc., il y a quand même un passage un peu, on va dire, professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment de prendre la matière, de la mettre à plat, d'en faire l'audit, de l'analyser, puis ensuite, effectivement, mais le travail qu'on a fait avec les étudiants, on a vraiment essayé le plus possible de les laisser impliqués dans la mise en place des dessins. Nous, on est vraiment, on a plutôt été chef d'orchestre de ça, même si à la fin, il y a quand même on va dire, une bonne dizaine de jours où on était seul dans la tempête, à vraiment ouvrir les dessins et à reprendre les fils, etc. Mais on va dire, ça c'est la finalisation, quoi. Je peux apporter une petite précision juste pour la composition du livre. On a essayé d'avoir une sorte de vision un peu objective, si on peut parler d'objectivité, pour chaque cabane, avec notamment à chaque fois un plan, une élévation, une coupe, et pas seulement de la cabane en elle-même, mais aussi de l'environnement extérieur, et d'un petit texte qui présentait justement la construction de la cabane, qui pouvait plus donner des anecdotes sur la vie à l'intérieur de cette cabane ou sur sa construction. Donc voilà, pour chaque cabane, on a essayé d'être assez exhaustif.
Ce que on pourrait dire aussi, c'est en fait, il y a eu au retour de la ZAD, il y a eu un temps qui était vraiment très long où on s'est demandé ce qu'on allait faire à partir de tout ce qu'on avait vu et qu'est-ce qu'on voulait dire et comment est-ce qu'on voulait le dire, parce que en parlant des cabanes, on parle aussi d'histoires qui sont très personnelles et donc du coup, on a passé beaucoup de temps à se poser la question de la posture qu'on allait aborder par rapport à ces histoires et de si parce qu'il y avait plein d'aspects différents. On avait l'aspect technique de la construction des cabanes, on avait aussi tout l'aspect de la vie collective sur place. Et donc, du coup, même sur des questions très techniques de quelle échelle on va adopter dans les dessins, est-ce qu'on va représenter les objets, est-ce qu'on va représenter les habitants. Donc ça, c'est des choses qui ont pris beaucoup de temps. Donc il y a eu toute cette période-là, avant même qu'on commence vraiment à dessiner sur le logiciel, sur ce genre de choses. Donc il y a eu toute la réflexion de qu'est-ce qu'on veut dire avec ce livre. Parce que comme on est rentré dans une société mécanisée ou trop technique, on fait toujours des relevés métriques et on oublie la pensée de ce que l'on voit. Et on est tout le temps en train de traduire ce que l'on voit en le mesurant avec un mètre. Voilà. Et donc on perd le sens de la chose construite. On ne pense qu'à prendre ses dimensions. Et donc, faire le relevé comme ça, et ça qui est formidable, moi je pense, dans le livre, c'est qu'on ne voit pas le moment où il y a eu cette sensibilité de la personne qui dessine en regardant ce qu'elle voit, et d'ailleurs en trouvant l'échelle, en mettant des objets. C'est les échelles ou les personnes qui donnent les objets, qui donnent les échelles. On n'a pas besoin de dire ça fait 2,10 m. Ça n'a aucun intérêt dans la construction. Regardez tous les ouvrages, admettons, religieux ou les ouvrages populaires, tout ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Il n'y a pas de mesure. Où la mesure, c'est peut-être le pied, la main, le pouce, le coude, ou éventuellement l'outil. Et seulement après, on peut en faire un relevé métrique. Et donc là, c'est ça qui était intéressant. Et après, le travail vraiment là qui est intéressant, tu dis que ce n'est pas important, c'est comment faire que tous ces relevés différents puissent être sur un graphisme identique, sans perdre cette sensibilité du relevé à l'œil, et qui fasse qu'en effet, ça puisse permettre à celui qui est spectateur du livre, et non pas de la chose construite, d'avoir la vision complète des constructions. Et donc la vie, c'est comme ça. C'est un qui voit quelque chose, qui le transmet à un autre, qui le comprend, et à côté, il y a la photo. Parce que nous, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble avec Cyril, et moi j'ai toujours dit, mettons, qu'il avait un œil photographique très particulier sur l'architecture et le paysage, parce qu'il a un œil qui n'est pas un œil de la représentation, au sens image. Il a un œil qui est un œil du sens de ce que la chose émet. C'est très compliqué, c'est comme une photo dynamique, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que ce soir, cette invitation, tu as raison de la faire, c'est cet ensemble. C'est l'idée, la pédagogie, la vision par la personne qui n'est pas sachante et qui, du coup, a plus de candeur et donc plus de vie pour faire le relevé, quelqu'un qui le ramène, quelqu'un qui l'édite et une photo qui est à côté. Voilà. On ne peut pas vivre seul. C'est impossible. Voilà. Et donc là, on a la démonstration qu'on ne peut pas faire un livre sans se connaître. C'est pour ça qu'il est beau, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a été construit lentement, quoi. Donc il faut faire des choses. Peut-être voilà, pour les garder, mais il ne faut pas se presser, il faut se donner du temps. On est dans un monde de fous, quoi. Voilà, on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en retard. Et là, il faut plutôt se donner du temps. 3 ans. Oui, voilà, ça n'a aucune importance. Et juste une petite chose pour aller dans le sens de ce que dit Patrick, c'est qu'effectivement, dans ce livre, je pense que l'idée aussi, c'était vraiment d'avoir une représentation sensible. Ce qui est un peu, on va dire, antinomique avec du relevé et du dessin architectural de plan. C'est aussi parce que ça s'est fait de façon antéchronologique, c'est-à-dire que les étudiants sont allés relever des cabanes, puis ensuite on en fait des plans d'architectes, ce qui est d'habitude on fait l'inverse, on fait d'abord le plan, ensuite on construit. Donc ces relevés et ces plans, ils ont une valeur illustrative, et c'est très intéressant parce que ça a été un gros sujet justement sur comment on rend un plan d'architecte. Donc c'est vraiment de rester dans une typologie de plan, mais en même temps de lui amener ce supplément d'âme et cette sensibilité qui passe effectivement par tout ce dont tu as parlé effectivement tout à l'heure, sur des modes de représentation de l'herbe, comment on représente des broussailles, comment on représente du feuillage, comment on représente de l'eau, comment on représente de l'herbe qui n'est pas tondue, enfin tout un vocabulaire graphique qui a été inventé spécifiquement pour ce livre.
Et je pense que c'est aussi ce qui fait la plus-value de ces dessins, ce qui les rend tout simplement plastiquement beaux, c'est qu'ils ont une double valeur, effectivement, qui est celle de la typologie de plan, et aussi celle d'une image, d'une belle image qu'on a envie de regarder. C'est pas par hasard si on a fait des posters aussi de ces plans. C'est parce qu'ils ont une valeur illustrative. Et effectivement, je pense que dans le plan, il y a aussi la douceur et la vision que vous avez eue de ces cabanes en les contextualisant. On amène un plan qui est incarné de fait. Il y a des personnages, il y a des petits chats, il y a le petit chat qui revient souvent, il y a des cafetières sur les tables, voilà, tout ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le pendant des images de Cyril. Cyril, il a aussi ce regard voilà, assez doux, avec cette lumière si particulière qu'il affectionne. Peut-être que tu vas lui en parler. Cyril, qu'avez-vous voulu transmettre à travers ces photos et est-ce qu'on peut parler d'esthétique de la précarité en regardant vos images? Ça non. Donc, non, je vois pas. Non, je dirais que c'est presque tout le contraire. De la sobriété peut-être, mais pas de la précarité. Enfin, il y a une force, il y a une vitalité dans cette à Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'avais pas d'a priori sur. Enfin, j'ai découvert, je connaissais pas, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de voir ces architectures sans architecte. C'est parce que ça connectait avec mon travail par ailleurs, qui est lié à des occupations à la marge de territoires, à des confrontations entre ce que j'appelle ce qui vient d'en haut, l'espace normatif, et ce qui vient d'en bas, et donc ça crée des lieux comme ça, comme à Notre-Dame-des-Landes, des lieux en résistance. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc quand j'ai rencontré Christophe qui m'a parlé de ce projet, j'ai vraiment eu envie de me connecter, ce que j'aurais peut-être pas fait seul, délibérément, parce que je n'aurais pas su comment m'y prendre d'une certaine manière. D'avoir les contacts sur place, etc., d'être bien accueilli en fait, parce que on y est allé, j'y suis allé pas en même temps que les étudiants, mais quelques mois après, à l'automne, avec Christophe, et donc les étudiants étaient déjà allés sur place, donc s'était fait connaître, le projet était connu là-bas, donc j'ai pu avoir un accès assez facilité là-bas, ce qui n'est pas le cas de la majorité des photographes. Et les images qui sont véhiculées de Notre-Dame-des-Landes, c'est des images de confrontation avec la gendarmerie, avec les expulsions, etc. Alors avoir ce regard, on va dire, sur l'architecture, sur l'espace habité là-bas, ça c'était vraiment un préalable, c'était la seule chose que voilà, j'y allais pour c'est ce que j'avais envie de photographier. J'avais un petit peu en tête au départ les images notamment de Walker Evans, des représentations, on va dire, un petit peu plus formelles et systématiques. Et même si je les avais en tête, c'est jamais ce que je fais. À chaque fois, comme le disait Patrick, je photographie beaucoup de l'architecture d'architecte et de l'architecture vernaculaire. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est plus mon ressenti par rapport à l'espace, par rapport à l'inscription d'un bâtiment dans un territoire, les questions d'usage, les questions d'appropriation, le rapport au contexte. Et finalement, j'ai très très vite dérivé de cette idée de systématisme en quelque sorte, de la même manière que pour tout ce qui a été dit en fait sur les relevés finalement est assez valable pour les photos. On est dans une approche qui est plus sensible, qui est pas de la pure documentation ou représentation. Le
le contexte, le territoire, le bocage est tout aussi important que les constructions. Enfin, c'est un ensemble et on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Et puis, pour moi, il y a toujours cette idée de situation. Mon travail n'est pas strictement documentaire, dans le sens où, effectivement, c'est une situation qui existe, qui est bien réelle, mais ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'elle véhicule, c'est ce qu'elle porte en elle. Et donc, ça devient une sorte de paradigme. Et pour arriver à ça, passer du pur document à cette idée plutôt d'universalité en quelque sorte, ça vient de la plasticité des images. Et là, ça tient beaucoup au choix de lumière, au fait de délibérément, je n'avais pas trop voulu y aller à la période où y étaient les étudiants, qui, il me semble, c'était printemps, un peu avant l'été. Moi, j'avais envie d'y aller avec une lumière d'automne ou d'hiver, une lumière plus douce, une lumière... voilà, ça, c'était vraiment un parti pris plastique, on va dire. Voilà, j'ai répondu un peu plus que la question, mais en tout cas, oui, pour revenir à cette question de précarité, je pense que ce n'est pas forcément le bon mot, ou alors c'est pas la... Enfin, moi, je lui associe des connotations qui sont pas les bonnes. Alors, c'est clair qu'on n'est pas dans le luxe, on est dans la sobriété et dans la justesse par rapport au milieu. Voilà. Juste un mot peut-être sur la précarité. Je pense que le Notre-Dame-des-Landes, c'est au contraire une réponse quasiment à la menace de précarité que l'État brandit sans cesse contre nous tous. Et que ceux qui sont le moins menacés par cette chose-là, c'est ceux qui vivent dans une cabane, autonome, tranquillement, avec presque rien. Et à ce moment-là, on est libre de cette menace de la précarité. Donc c'est vraiment une tentative et une réussite de sortir de cette inquiétude-là. Moi, j'ai une question pour revenir un peu sur ce qui est dit là, et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce livre une fois qu'on est revenu de la ZAD. Parce que donc, ça parlait de Rudowski tout à l'heure, de cartographie, d'architecture spontanée et tout ça. Moi, j'ai un peu une double question qui est, est-ce que le fait de passer par ce dessin et ce travail de relevé qui est quand même assez essentiel au métier d'architecte et à la discipline architecturale, malgré le fait que c'est quand même, on l'a dit, un relevé très particulier, est-ce qu'il y avait, j'imagine, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, est-ce qu'il y avait un désir de légitimer cette architecture dite spontanée comme étant digne d'être regardée, étudiée, analysée, parce qu'on voit souvent même dans d'autres atlas cartographiques, je pense à Jean Cuisonnier qui a aussi relevé l'architecture rurale traditionnelle française, mais d'une manière vraiment très presque scientifique, à essayer d'expliciter en quoi ce soi-disant laisser-aller était une ingéniosité technique très précise. Donc, est-ce qu'il y avait ça chez vous ? Et où, moi j'ai senti un peu une sorte de double sens dans le dessin lui-même, et où moi j'ai senti que vous aviez presque plutôt envie de montrer des écosystèmes, c'est-à-dire de montrer, on est quand même sur un territoire très particulier, qui est très politisé, très en lutte, quoi. Donc, et donc j'ai senti à la fois dans le dessin un désir de montrer des organisations, des manières de faire, comment ça fonctionne. Et donc j'ai l'impression que j'ai senti un peu ce double désir, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Et je me suis demandé, est-ce que vous aviez eu envie à un moment donné justement de sortir de l'architecture
de plus représenter l'architecture et plutôt de représenter des modalités d'organisation. À un moment, quand ça parle d'autonomie alimentaire, même de maraîchage et tout ça, j'avais moi-même un peu envie de savoir alors comment ça se passe, quoi. Qui cultive, qui cuisine. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de sortir de la représentation architecturale pour montrer justement des établissements humains, des usages, des choses plus transverses au bâtiment? Je vais introduire, tu m'autorises? Non, parce que ce qui est très compliqué, c'est la représentation justement des choses qui permettent de construire notre environnement. Donc il suffit de mettre côte à côte ce que vous avez fait avec un document qu'on appellerait le plan local d'urbanisme. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en n'ayant pas de théorie a priori, mais en disant je vais là où la vie pose une question, ce que Christophe vient de dire, on n'arrête pas de me terroriser, je vais voir ce qui apparemment n'est pas si dangereux ou si violent. Au contraire, je vais voir ce qui est doux alors qu'on me le présente comme violent. Et donc, cette idée même simple d'aller là-bas et de relever comme n'importe quel homme, c'est-à-dire qu'on prend un bout de papier, on relève, même si on ne sait pas dessiner. Tout enfant fait un schéma très simple, ou dessine quelque chose qui dit quelque chose. Et tous les documents qui servent à construire le monde dans lequel nous vivons, ce sont des documents qui sont barbares, agressifs, et l'informatique en fait partie. Comme beaucoup de dessins techniques, mais l'informatique en fait partie. Et comme c'est un outil, pas plus, là, ce que moi, vraiment, j'admire dans ce travail, c'est on passe, en fin de compte, par un dessin qui a la sensibilité de ce que je vois, mais j'ai quand même un savoir-faire. J'appartiens déjà à une formation, on m'a appris à dessiner. Et je fais l'effort de relever quelque chose avec chacun, avec sa main, avec ses yeux, avec son cœur, et quelqu'un fait un effort de synthèse pour que ce dessin fait à l'informatique garde la vie. C'est ça qu'on pourrait... C'est le début de quelque chose qu'il y a dans ce livre. Et donc on pourrait se dire maintenant, prenons un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols ou un règlement de zone et regardons comment on traduit ce que devrait être une zone sensible sur laquelle on mettrait des infrastructures, des maisons et autres. On le met et on mettrait à côté Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ce n'est pas comme ça que le territoire devrait être représenté? Donc, ce n'est pas vraiment répondre à ta question, mais là, moi, c'est presque la chose qui m'a intéressé le plus. C'est comment l'informatique est encore capable de maintenir la représentation de la vie. Voilà, c'est tout. Et donc, je pense que c'est vraiment un début. Et n'oublions pas qu'on a plein d'outils. On a la parole, c'est abstrait, mais ça permet d'imaginer. On a le dessin, qui n'est pas toujours un dessin de représentation ou un dessin documentaire, comme ceux de Cusonnier, mais c'est un dessin d'interprétation. On a la photo, Cyril vient de le dire, qui est, qui est quand même son regard d'une réalité, mais qui n'est pas que documentaire. Et comment tout ça, ça ne devrait pas être les documents qui permettent de construire la ville, ou le monde, ou je sais pas. Et alors qu'on ne cesse d'avoir des documents qui ne sont que documentaires, que techniques, que rationnels, et qui ne permettent pas à des gens de comprendre comment on construit le monde. Vous vous rendez compte que moi j'ai changé quand j'ai fait mon premier stage dans une agence d'architecture et que je suis allé sur un chantier. Il y avait 12 intermédiaires entre moi qui faisais un dessin et l'ouvrier qui construisait l'objet. 12 intermédiaires. Et le 12e ne parlait pas ma langue et le 12e ne savait pas lire un plan. Et moi je m'étais fait chier à faire des plans que je n'avais pas envie de faire, avec de la trame, avec des machins, avec des cotes, avec des trucs, avec le cartouche et tout. Je me dis, attends, c'est pas possible. Tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Le plan, il était mouillé, il était par terre, il le piétinait et tout. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est que je lui montre comment ça se fait. Vous vous rendez compte, il fallait que j'annule tout ce qu'il y avait eu, les textes, les machins, les cotes et tout, pour lui montrer par un geste, et que lui me réponde en disant, je sais pas le faire, ou j'ai envie de le faire comme ça, quoi. Donc c'est ce raccourci que vous avez fait, et tout en le rendant savant. C'est ça qui est vachement bien. Et donc moi je pense que ça mériterait d'ailleurs qu'on y reste long, pas ce soir, mais ça mériterait que quelqu'un fasse une étude sur le livre. Voilà. Ça fait un peu la transition, et puis pour répondre aussi à la question, je pense qu'à l'origine c'était vraiment cette idée de légitimiser, enfin pour nous c'était déjà légitime, mais montrer que ces constructions sans architecte étaient tout aussi avaient tout autant de valeur. Et c'était aussi un peu cette idée que nous, qui sommes en train de faire des études
pour être des concepteurs d'espace, on va dans un endroit où les gens qui n'ont pas fait ces études, n'ont pas cette connaissance institutionnelle presque, construisent, alors que nous, on n'a jamais rien construit. Donc il y a un peu ce truc de, eux, ils ont le savoir-faire est là-bas. Et donc, comment est-ce qu'on va faire tout ce travail d'essayer de voir, d'essayer de comprendre. Et après, par rapport à l'autre partie de la question, ça revient aussi, je pense, sur la toute première question qui était sur les enjeux pédagogiques un peu du projet. En fait, donc ça, c'était le premier objectif. On allait voir des cabanes, on en a vu plein, c'était superbe, mais je pense qu'on en a tous retiré beaucoup plus que les cabanes. En fait, c'est tout l'aspect, justement, comment est-ce qu'ils construisent le collectif à côté, l'organisation de vie. Enfin, en fait, chacun d'entre nous, je pense, on a retiré des choses complètement différentes en termes d'enjeux pédagogiques. Et donc, c'est aussi pour ça qu'après, en revenant, tout le monde voulait dire des choses différentes sur ce livre-là. Et donc, il y a eu un moment qui était vraiment compliqué, avec des gens qui disaient non, moi je vais mettre de la couleur, des aquarelles, ça devrait être plus sensible. Enfin, vraiment, on a eu beaucoup de mal à essayer de trouver un peu la manière dont on voulait dire les choses et ce qu'on voulait dire. Et il y avait aussi beaucoup la question de à quel point est-ce qu'on est légitime pour dire ce genre de choses. Est-ce que nous, on peut parler à la place des habitants qui sont sur place? Qu'est-ce qu'on veut dire? Et ce qui a été un peu le déclencheur par rapport à ce projet-là, c'est aussi le danger en fait qu'il y avait face à la ZAD, donc les expulsions, les démolitions, et donc là il y a une légitimité qui s'est construite, qui était de garder une trace de ces constructions dont on avait vu la qualité, dont on avait vu le savoir-faire, et donc du coup c'est là je pense qu'a pris véritablement forme le projet. C'était on va faire une mémoire de ces espaces-là. Juste rebondir aussi, quand on est arrivé sur la ZAD, c'est vrai qu'on a l'impression de peut-être d'habitation précaire, et finalement en ayant dormi dans une cabane où on nous avait invités, parce que c'est vrai qu'on dormait dans un sleeping, du coup c'est là où on reçoit en fait les invités, et en ayant dormi dans une cabane, finalement on était très à l'aise, quoi. Tout était très bien isolé, on avait de quoi se chauffer, de quoi manger, il y avait plein de choses à côté, et en tout cas avec les laines de mouton on était très bien, mais non, mais c'est vrai que quand on est arrivé là-bas, même en faisant les relevés, on les voyait dans les champs à côté, en train de planter des échalotes, d'aller voir les troupeaux qui étaient à côté. Et en fait, on avait envie d'aller participer à ça, quoi. On s'est dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de microcosme qui est très, très bien articulé. Et finalement, tout est lié et tout est cohérent, en fait. Et du coup, c'est ça aussi qui fait un peu bizarre en arrivant. On n'est pas habitué à ça, à voir tout aussi complet, quoi, au final, dans la manière de vivre. Non, juste sur la question des écosystèmes, parce que c'est un point de la question que je trouve intéressant. Effectivement, il y a l'idée qu'il y a quand même un répertoire de construction, un répertoire constructif. Il y a du bois, il y a du branchage, il y a de la tôle, il y a des vitres qui sont des vitres qui existent qui ont été recyclées. Il y a donc la question des écosystèmes et de représenter ces écosystèmes, c'est aussi parce que, de façon contextuelle, suivant les cabanes, une cabane va avec un potager, donc il faut expliquer que il faut montrer à quel endroit est situé le potager. Une autre cabane est constituée de 3 cabanes, donc il faut montrer aussi ce qui se passe entre ces cabanes. Donc de fait, dans les plans que vous avez mis en place, il y avait cette idée aussi de montrer, de contextualiser, ce qui rejoint un peu la question de l'écosystème dont tu parlais, et de montrer que voilà, cette cabane-là, elle est dans un champ, celle-ci est dans des broussailles, celle-ci, elle va être avec tel type de matériaux, et du coup, de fait, ça crée effectivement cette idée d'écosystème et de répertoire de formes et d'usages, quoi. Et puis le principe tout simplement de la coupe, d'un type de dessin architectural, permet justement de créer cette vision continue comme ça entre l'extérieur et l'intérieur, entre le dedans et le dehors. Et le choix du dessin, juste pour préciser aussi, le choix d'un mode de dessin assisté par ordinateur, c'était effectivement dire que ces constructions, on parlait de légitimité, mais c'était qu'elle pouvait soutenir effectivement la comparaison, la confrontation avec d'autres documents, et que ce n'était pas quelque chose qui était dans d'un autre champ, peut-être plus romantique ou plus lyrique. Non, ces constructions sont quand même des preuves qu'il y a aussi d'autres façons, tout aussi peut-être plus intéressantes et plus responsables d'habiter aujourd'hui sur la Terre, quoi. Je
voulais aussi dire quelque chose sur quand l'équipe est arrivée pour nous voir, nous éditeurs, le projet était quand même bien avancé. Mais pour revenir aussi à ce que disait Cyril tout à l'heure, ce qui nous a tout de suite plu, mais vraiment, puis on s'est dit il faut le faire, c'est qu'effectivement Notre-Dame-des-Landes, comme tout le monde, on s'y intéressait, on écoutait, on essayait de se renseigner. Mais ce projet qui tout d'un coup arrivait, où justement il n'était pas question des gendarmes, ou des infos, ou des destructions de cabanes, même s'il y en a eu, c'était effectivement une autre façon d'aborder la chose et de parler de ce territoire comme un autre possible. Et de faire un livre, parce que je suis d'accord avec Patrick, le livre c'est quand même ce qui reste, même après 40 ans, même après 50 ans, voilà, raconter comment aujourd'hui un autre possible, on peut le faire, comment ils l'ont fait, et c'est de faire un témoignage là-dessus, et voilà, évidemment c'est pour ça qu'on est éditeur, c'est pour faire passer des choses, et ce projet-là, il répondait parfaitement, quoi. Au-delà des gendarmes et de la situation politique effectivement, qui détruit tout ça, et d'avoir ce témoignage, quoi, en plus. Est-ce que vous pouvez raconter l'équilibre financier ? Juste avant oui, comme préalable, il y avait cette idée de s'extraire, enfin de montrer vraiment l'enjeu de vivre à Notre-Dame-des-Landes, l'enjeu contemporain que ça représente aujourd'hui, et en dehors de cette opposition à un aéroport, voilà. Et je pense qu'on avait tous aussi, avec nos médiums différents, le dessin, la photo, le graphisme, l'idée d'apporter un vrai soin à la réalisation de tout, enfin d'être dans une délicatesse du regard, du dessin, du texte. Voilà. Pour ce qui me concerne sur la photo, moi j'ai apporté un vrai soin dans le choix de la lumière. Enfin, c'est des images qui sont très détaillées, qui permettent de voir beaucoup de choses, beaucoup de détails, de nuances, et de se projeter dedans, et d'avoir beaucoup à y voir. Et à imaginer aussi. Et je pense que tout ça, on était tous, on se retrouvait tous autour de ce soin et de cette délicatesse, et puis peut-être pas d'organiser les choses, mais de donner peut-être un petit peu plus de lisibilité à ce territoire, en fait. La lisibilité à laquelle il mérite vraiment. C'est sur ces questions je pense que Christophe va en parler, parce qu'il en parle très très bien. On n'a pas évoqué ça, de ce que c'est que l'enjeu de vivre là-bas dans notre société aujourd'hui. Parce que c'est ça le sujet aussi, c'est de ça qu'on parle fondamentalement. C'est pas uniquement de vivre à Notre-Dame-des-Landes, c'est un enjeu qui déplace largement ce territoire-là. Et donc on a envie que ce soit vu comme tel, que l'ouvrage soit perçu comme tel, comme à la fois un enregistrement, enfin une mémoire de ce qui a été détruit, mais surtout de se projeter, de se poser des questions sans a priori, sans être forcément prosélyte, et de se dire finalement c'est la première phrase, je crois, du texte de Christophe, c'est il se passe quelque chose, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais dans une phrase tout est dit, tu le rediras peut-être, mais voilà. Oui, pour revenir à la question d'Edith sur est-ce qu'on a voulu légitimer ou pas ces cabanes, pour moi, non, pas du tout en fait. Parce qu'on n'est plus dans cette problématique-là, quoi. C'est-à-dire qu'on part sur d'autres bases. On est ailleurs. Les gens de Notre-Dame-des-Landes n'attendent aucune légitimation de l'autre monde qu'ils ont quitté en quelque sorte. Ce qui n'est pas vrai, avec lequel ils sont encore très liés. Mais
Donc ce n'est pas du tout un processus de légitimation. Ce qu'on a tenté de faire, c'est d'apporter cette question, ce monde-là, cet autre monde, dans celui-ci, dans celui des écoles, dans celui de la fabrique des villes, des territoires, etc., pour que ça vienne nourrir les discussions. Mais c'est plus de le transporter que de le légitimer. Parce qu'il y a, enfin, franchement, c'est ça l'énorme différence, quoi. C'est qu'il y a un moment où, encore une fois, ils sont plus précaires, ils n'attendent pas de légitimation, ils attendent à rien. Ils font leur vie, quoi. Et là, ça change tout. Donc, légitimer, pour moi, non. Et enfin, en tout cas, je ne pense pas que c'était une attente de leur part, si ce n'est qu'il y a des effets, effectivement. Je me rappelle de Thibault, qu'on avait invité à la galerie salle principale, et qui me dit, je me demandais un peu ce qu'ils faisaient avec leurs livres, ça faisait 3 ans que ça traînait, etc. Ils faisaient des dessins, bon, ça avait l'air chouette, mais on ne voyait pas trop où ça voulait en venir, quoi. Nous non plus, hein, d'ailleurs. Et puis il me dit, on est arrivé là un jour à Paris dans une galerie, on avait pris une des cabanes qu'on avait mis en papier peint avec une seule élévation de 5 mètres par 4 mètres. Il dit, je suis rentré dans la galerie, il y avait du monde, j'ai vu la cabane comme ça, 5 mètres de long, sur un mur, et il dit là, ouais, j'ai compris qu'il y avait un truc, quoi, que l'ensemble de l'événement, fabrication du livre, diffusion, discussion, comme ce soir, etc., que tout ça avait du sens, quoi. Mais je ne le prends pas, moi, du tout pour une attente de légitimation. Et c'est justement sortir de ces attentes-là qui permet de vivre autrement. Et l'autre chose décisive, qui est sur la question, tu parlais de milieu ou d'écosystème, oui, ça c'est vraiment une chose qu'on a voulu dessiner, et exactement comme le dit Patrick. C'est-à-dire que les dessins, s'il y a effectivement, je trouve, quelque chose qui m'intéresse moi aussi dans ces représentations-là, c'est la manière dont sont mêlés les différents niveaux de dessin, ou les différents éléments de dessin pour représenter non plus une cabane et un arbre, mais les relations qui existent entre une cabane, un arbre, le papillon, la cafetière, le bonhomme qui est devant, etc. Et que c'est cette tentative-là de saisir et de représenter un milieu, et non plus une série d'objets, qui est un peu compliqué, et une série de cabanes, et donc des signes qui se font signe entre eux de dessin en dessin, de cabane en cabane, pour que l'ensemble de ces pages, d'une certaine manière, donne à sentir une partie de ce bocage dans lequel sont installées les cabanes. Et effectivement, eh bien, on emprunte à différents registres. Il y a plan coupe élévation, une convention architecturale qui donne une vue un petit peu synthétique, une vue un peu transversale sur ces questions-là, totalement différente de celle du croquis. Donc ça, c'était un choix aussi très clair dès le départ. Plan coupe élévation, mais avec une égalité, le fait de représenter au trait, et au trait, alors là, sur le jeu des épaisseurs, des textures, avec Benoît, ça a été assez subtil, mais malgré tout, on peut dire que tout est représenté au trait fin, de manière presque égale, le chat, l'homme ou la femme qui est là, la planche, l'herbe, l'oiseau, le nuage, tout ça on l'a fait avec des traits. Et finalement, la tentative est quand même de dire que tout ça appartient au même grand hasard, quoi, en quelque sorte. Et que c'est ce milieu de vie qui fait que cette circulation entre les chats, les cafetières, les cabanes et les arbres, et les nuages, si les dessins arrivent à traduire quelque chose de cette circulation-là, de cette relation-là, alors c'est pas mal, parce que c'est une chose que moi j'ai peut-être compris avec le bouquin aussi, qu'on ressent clairement sur place, mais que cette circulation entre les intérieurs et les extérieurs, cette porosité extrême entre les intérieurs, c'est-à-dire des personnes, l'intimité, la sphère personnelle, etc., et puis la sphère de la petite constellation, de la discussion commune, et puis la sphère un peu plus grande de la discussion avec l'ensemble des habitants de la ZAD, 150, 200 personnes. Et donc,
il y a dans ces choses-là, dans leur manière d'habiter, des allers-retours permanents. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une communauté, quoi. Ce n'est pas 150 personnes qui vivent ensemble. C'est même jamais 10 ou 5 personnes qui vivent ensemble. C'est partout des constellations qui ont un lieu commun, cuisine, jardin, atelier en général, et autour de ce lieu commun, structurant, instituant, on a une constellation de petites cabanes, roulottes, tout ce que vous voulez, yourtes, qui sont en fait les chambres, hein, une chambre à soi. Et ces lieux individuels sont tous articulés avec le lieu commun. Mais la possibilité de se retirer comme ça et d'articuler cette partie-là individuelle avec la constellation à laquelle on appartient, je pense que c'est une des raisons de la réussite de la ZAD. Et l'autre dimension qui est liée à celle-là, c'est que la chambre qui est à l'autre bout du champ par rapport à la cuisine ou à l'atelier, ça veut dire que quand vous allez vous coucher, eh ben, vous passez sous les étoiles, éventuellement il pleut, vous croisez un écureuil, voilà. Et donc, le bocage est dans votre maison, quoi. Vous habitez le bocage, mais le bocage habite avec vous, avec les écureuils, avec votre cafetière, etc. Et qu'il y ait une espèce de continuité et de porosité absolue entre tout ce support matériel sur lequel reposent nos vies, c'est-à-dire aussi bien le bocage qu'une table, un verre. Et j'imagine que des designers entendent assez facilement cette question-là, et que tout ça fait milieu, quoi. Et que, en fait, ben, cette porosité entre l'objet, le vivant, l'arbre, l'humain, elle est extrême, et que là-bas, elle est vécue quotidiennement. Et donc ces gens ont décidé de s'installer dans une porosité, dans une politique relationnelle maximum, humain, non humain, etc. Juste une dernière bricole avant qu'on change de registre sur le financement. Le fait de vivre dans des cabanes, hein, qui sont quand même, vous le voyez sur les dessins, c'est vraiment littéralement des cabanes, hein, là où ils dorment, là où ils se réveillent tous les matins. Ces gens-là, ensemble, donc à 150, 200, ont décidé petit à petit de se réveiller tous les matins de leur vie, au moins pendant un temps, dans une cabane qui est un lieu transitionnel par définition, hein, au sens où Winnicott parle des objets transitionnels qui sont les doudous, qui sont les lieux à partir desquels, ou les objets à partir desquels on négocie notre rapport justement entre notre intériorité et le vaste monde. Ces gens-là ont décidé de se réveiller tous les matins dans un lieu qui est le lieu de la créativité même, le lieu transitionnel à partir duquel on peut négocier quelque chose entre soi et le vaste monde. Vu l'état du vaste monde actuel, d'accord, vu le désastre ambiant dans lequel on se promène, faire ce pari-là et de retrouver une capacité de négocier en permanence comme ça avec ce vaste monde par ce lieu intermédiaire, par ce lieu de la créativité qui n'est pas celui du repli, de l'abri, de la disparition, du retrait, que sais-je. Ce n'est pas une fuite, Notre-Dame-des-Landes. Ils ne fuient pas le siècle, ils s'inscrivent absolument dans le monde et dans l'avenir avec une pleine confiance. Parce qu'ils ont ces lieux-là et cette ambition qui est maximum, hein, de se dire tous les matins je me réveille dans un lieu où je peux réinventer mes relations avec les autres, avec le monde, avec moi-même. Ça va être très dur d'enchaîner sur le financement. Quand même, ce serait bien. Ouais, non, parce que c'est, en effet, il y a ce que dit Christophe, mais moi je reviens, comme vous êtes étudiant et que donc on apprend à dessiner, à représenter, à transmettre à d'autres pour que d'autres construisent et tout, il faut quand même que tout le temps vous fassiez cet exercice. Qu'est-ce qui est produit aujourd'hui dans le monde, justement, celui que Christophe vient de décrire, enfin, ce vaste monde qui ne marche pas? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a produit de cette façon, y compris en le ramenant à son échelle? Quel est le règlement qui a fait, pourtant qui était fait pour que ce soit harmonieux, qu'est-ce qui fait que quand il n'y avait pas de règlement, les choses allaient mieux, et que depuis qu'il y a un règlement, les choses vont mal?
Qu'est-ce qui fait que quand on délègue et qu'on sépare les savoirs, les choses vont moins bien que quand on mêle les savoirs. Oui. Donc moi, comme je me suis posé cette question dès le premier jour où j'ai été étudiant et praticien, j'ai donc un jour regardé comment c'était un plan qui allait permettre d'avoir un permis de construire. Donc vous dessinez un plan pour avoir un permis de construire. Alors vous indiquez, vous écrivez à côté, machin, vous représentez des arbres comme ça, des côtes, des machins, et tout ça, c'est regardé par quelqu'un qui pense que derrière toute cette information, il y a un objet harmonieux. Voilà. Donc il donne l'agrément ou la construction sur le dessin représenté. Il ne peut pas vous imaginer, il n'a pas discuté avec vous. Et donc la première maison que j'ai faite, je l'ai construite comme le plan. J'ai mis, mettons, les ombres portées, les côtes, les tirages étaient bleus, j'ai peint la maison en bleu et tout. Et le mec de la commune a dit, mais c'est totalement interdit, c'est pas le permis de construire. C'est le document sur lequel vous avez donné votre accord. Et donc, on a eu une longue discussion, parce qu'il y avait des faux arbres et tout, j'avais mis des faux arbres et tout. Et le mec a dit, mais c'est pas possible. Et donc, vous voyez, c'est ça, je pense qu'il faut retrouver. On ne peut pas vivre sans le dessin, on ne peut pas vivre sans l'écrit, on ne peut pas vivre sans la parole, on ne peut pas vivre sans la main, on ne peut pas vivre sans le règlement. Et qu'est-ce qui fait que tout ça est déconnecté? Voilà. Et donc, je pense que quand vous êtes étudiant, vous devriez tout le temps vous poser cette question, pourquoi je continue à faire ça alors que ce que je fais ne peut pas produire l'objet auquel je rêve. Voilà. Et c'est là où il y a un travail, à mon avis, qui est vraiment un travail pédagogique qui a été fait, c'est que tout ça, ça a été mis à plat. Voilà. Et donc, je pense que c'est le début de quelque chose, et on devrait le prendre pour d'autres sujets. Donc, c'est pas que je veuille te passer, mais moi, je pense que l'argent étant au centre de notre société, puisque c'est à chaque fois, c'est pas rentable, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, on peut pas le faire, machin et tout, et qu'en fin de compte, plus on nous raconte ça, plus on va à la ruine. Donc, en fin de compte, ce sont des systèmes qui ne produisent pas de richesse, qui produisent que de la ruine. Donc, faire un livre, ça a un coût. Et donc, c'est ça, même vous ferez des objets ou je sais pas quoi, ça a un coût, c'est un coût social, un coût culturel, un coût écologique, c'est un coût financier. Et donc, le coût financier appartient à l'ensemble des coûts. Et donc, je voudrais que tu nous racontes comment, à un moment donné, on dit, tiens, ça coûte tant. Donc, je pense qu'un livre comme ça devrait être gratuit. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir le donner à tout le monde et non pas le vendre, mais qui devrait aussi être gratuit à faire. Je pense qu'aujourd'hui, en ayant une expérience quand même avec Eric, mon associé, qui n'est pas là depuis de 20 ans dans l'édition de ce qu'on appelle des beaux livres, hein, les libraires appellent ça comme ça, qui sont grosso modo les livres illustrés. De toute façon, c'est un secteur de l'édition qui n'est pas rentable. Donc je pense que tous ces livres-là devraient être gratuits et à fabriquer et à être donnés. Quand je dis qu'ils ne sont pas rentables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un livre photo ou même un livre d'architecture ou même un livre de design sans obtenir de subvention ou de préachat. Ça veut dire que ce ne sont pas les ventes en librairie qui couvrent des frais de production. Donc pour tous ces livres-là, on est obligé de trouver des montages financiers, souvent très abracadabrantes. Enfin, je ne raconte pas, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure, mais trouver des montages qui permettent de le faire. Donc quand l'équipe est venue nous voir avec ce livre, on a dit, ben ouais, on va chercher des sous, on va essayer de le faire. On a essayé de chercher, on a contacté plein de fondations, jusqu'à Nicolas Hulot, qui nous ont répondu qu'eux aussi, ils étaient à la recherche de financement pour leur projet. Donc on a essuyé comme ça pas mal de refus. On a eu un avis positif d'un groupe politique au Parlement européen. Mais voilà, je peux les comprendre, hein. Ils étaient obligés de mettre leur logo sur le livre parce que sinon ils ne pouvaient pas justifier de ces financements. Donc je pense que les zadistes l'auraient assez mal vécu, voire très mal. Et nous aussi finalement, parce que c'était vraiment pas l'objet qui est un logo politique sur un livre comme celui-là, ça n'aurait pas eu de sens. Donc on a décidé, ce qu'on malheureusement décide de plus en plus aujourd'hui de faire, c'est un crowdfunding. Donc on est passé par une plateforme de financement participatif qui a marché au-delà de nos espérances quand même. C'est-à-dire qu'on a demandé une certaine somme et on a eu beaucoup plus. Alors tout en sachant qu'on a demandé vraiment des frais qui étaient minimes, qui étaient les frais d'impression, de correction, parce que le correcteur n'était absolument pas dans l'histoire, et que tout le travail qu'a fourni Christophe, les étudiants, Benoît, Cyril, Patrick était absolument gratuit.
Donc on a obtenu ce financement dans lequel il n'y avait vraiment que la fabrication et la correction, pas plus que ça, ici des frais d'envoi, parce que crowdfunding, quand vous avez 400 personnes qui répondent, après, juste, il faut leur envoyer quand même, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc on a financé le livre comme ça. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est un livre qui marche bien. Je ne vais pas dire que c'est un best-seller, hein. On en avait tiré 1500 au départ. Il y en a 400 qui sont partis dans le crowdfunding. On s'est retrouvé à la période de Noël avec un superbe papier dans Télérama sur les cadeaux de Noël. Donc on s'est retrouvé mi-décembre avec un risque de rupture de stock, quand même, parce que c'est bien Télérama, mais... Et du coup, on a réimprimé le livre, en sachant que nous, les libraires, il y a un système avec les éditeurs, je ne sais pas si vous connaissez, les libraires retournent les invendus. C'est-à-dire que quand vous avez un papier comme ça dans la presse de Télérama dithyrambique, vous pouvez avoir des libraires qui sautent dessus, qui en commandent 50 par librairie, et puis qui, au mois de février, ils ne les ont pas vendus, ils les retournent. Donc on a réimprimé parce qu'en se disant, mais ce serait une catastrophe si tout d'un coup, à Noël, les gens vont chercher le livre et qu'on leur dit, ben non, il est épuisé, quoi. Donc on a réimprimé. Aujourd'hui, on en a réimprimé le même nombre, donc 1500. Au début, en ce moment, on attaque chez les libraires le stock de la réimpression, mais évidemment, les retours arrivent. Mais le livre part encore. C'est-à-dire que de toute façon, je veux dire, c'est pas un coût littéraire ou un coût éditorial. C'est-à-dire que pour nous, c'est un livre qui va marcher sur le temps. Il est quand même sorti en octobre. Voilà, aujourd'hui, ce soir, il y a une conférence comme celle-là. Je suis en discussion avec une librairie d'atelier à Paris qui aussi veut faire une soirée Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a une BD qui vient de sortir. Donc c'est un livre qui va continuer à vivre. Voilà, je ne me fais pas de soucis, mais c'est vrai que le financement de ce genre d'ouvrage pose question et ne devrait pas en poser. Enfin voilà, ne devrait pas en poser. Ce livre devrait être vendu, c'est pour ça que je dis qu'il devrait être donné, mais j'exagère, hein, je pousse justement jusqu'au bout, mais voilà, pour moi, il devrait marcher bien plus que ça. Enfin, c'est presque. Écoute, il devrait être prescrit par les médecins, quoi. L'État négocie pour donner entre 80 et 150 millions à Vinci, qui ne construira pas l'aéroport. On pourrait penser que 0,01% permettrait, tu vois, d'avoir des livres gratuits. Donc ça aussi, je pense qu'il faudra que vous le fassiez toujours dans votre vie. On croit que ça n'a pas d'importance. Cette discussion qu'on a eue ensemble, et on a bien fait un jour d'avoir cette discussion, on a bien fait de continuer, et on a bien fait de le faire ce soir, mais le livre, c'est pas parce que voilà, je suis un fou des livres, mais il dépassera, il restera la trace voilà, de choses qu'on perdra. Jamais on a autant stocké et jamais on a autant perdu. Et peut-être que le livre sera la chose que l'on gardera. Et donc, je pense que tout ce que vous allez faire dans votre vie, pensez toujours qu'il doit y avoir une trace écrite. D'ailleurs, c'est un travail intellectuel, c'est une obligation presque civile de dire ce que je fais, j'en laisse une trace et je le transmets. Et donc, de toujours aller chercher le financement d'un livre. Prendre 1% sur le montant des travaux, rencontrer quelqu'un, une collectivité, c'est une pièce importante, des fois un objet construit, un objet produit, c'est toujours d'avoir ça de présent. Et se battre, et nous, notre niveau éditorial avec d'autres éditeurs, on essaye de se battre pour qu'il y ait plus d'aide en France pour l'édition, parce que franchement, il y en a très 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 peu. Enfin, même par rapport à d'autres pays d'Europe, quoi. Je veux dire, en Italie, ils sont bien meilleurs que nous pour aider les bouquins, quoi. D'archi, de design, voilà. Donner quelques montants. Donne un montant. De quoi de... Oui, comment ça coûte un livre à fabriquer? Ben, un livre à fabriquer, un livre comme ça à fabriquer, ça coûte autour de 9 000 €. Ça, c'est l'impression. Juste l'impression? Et si on avait payé tout le monde? Si on payait tout le monde, il faudrait 25 000 €, quoi. Voilà. Or, le livre, il est vendu 32 € en librairie. Nous, éditeurs, on en touche 30% sur 32 €. Donc si vous multipliez par 1500, vous voyez ce qui revient par rapport à l'investissement, quoi. Donc c'est juste impossible. Si, on pourrait les vendre 450 €. Des fois, on fait le calcul sur un vrai compte d'exploitation en disant il faudrait qu'on vende nos bouquins 450 € pour que ça couvre les frais de production. Ou le tirer à 150 000 exemplaires, mais ça n'a pas de sens non plus, quoi. Voilà pour faire très schématiquement. Benoît, sur l'économie du livre en général, tu peux peut-être compléter sur Alors moi je démarre une activité d'éditeur moi-même, donc
Non, mais je découvre tout ça, mais oui, effectivement, enfin, pour paraphraser ce que tu dis, on ne se lance pas dans l'édition pour gagner de l'argent. Dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, on arrive à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas. Mais ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Donc c'est effectivement un milieu qui est compliqué. On le fait parce que c'est une passion, on le fait parce que... Moi, je rebondis sur ce que disait Patrick, parce qu'il y a un texte incroyable de Victor Hugo qui dit « Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice », c'est dans Notre-Dame de Paris. Donc c'est assez intéressant, le livre est plus fort que l'architecture, est plus fort que le bâtiment. Bon, lui, en l'occurrence, c'était un contexte un peu différent parce qu'il parlait de l'arrivée de la presse, de la démocratisation de l'accès au livre. Et donc, ceci tuera cela, c'était le livre tuera l'Église. C'est-à-dire que voilà, la parole devient accessible et du coup, elle n'est plus jalousement gardée par un certain nombre de personnes. Bref. Mais bon, la formule est assez savoureuse. Voilà, donc oui, pour revenir sur l'économie du livre, effectivement, un livre, c'est très facile de faire un livre. On a un sujet, un livre, c'est une idée avant tout. On a un sujet, on a une équipe, on a des photos, on a de la motivation, et puis on a un peu de sous, évidemment, c'est le nerf de la guerre, mais on peut faire des livres avec finalement très peu de choses. Il suffit que vous preniez 2 pages A4, vous les pliez, vous mettez une agrafe, on est déjà dans l'édition. Ce qui est très compliqué, au final, je trouve, de mon point de vue, ça reste quand même la question de la diffusion, c'est-à-dire faire des livres, si j'essaie de prendre un peu de recul, faire de l'édition, faire une édition, c'est simple. Il faut un sujet, il faut une personne qui sait mettre en page quelque chose, ça peut être un dessin, on n'est pas obligé de passer par l'ordinateur. Ensuite, la vraie question, c'est celle du public et de comment on s'adresse à ce public, comment on diffuse. Et en fait, dans le circuit éditorial, c'est la diffusion qui est très importante. Si on a de l'argent, si on a un sujet, si on a une équipe, on peut très facilement se retrouver avec une palette de livres stockés dans un garage. Mais si on n'arrive pas à le diffuser, si on n'arrive pas à faire ce type de soirée ou à communiquer sur les réseaux sociaux et à faire en sorte que les gens aient envie d'accéder à votre contenu, de voir ce que vous avez à raconter, de voir vos images, de voir, etc., il y a un problème, quoi. Donc, pour moi, le nerf de la guerre, c'est la diffusion, c'est l'accessibilité à l'édition, en fait, plus que de mettre en place des projets éditoriaux. Après, je dis ça aussi d'un point de vue de graphiste, jeune éditeur. Donc les sujets ne manquent pas, les gens motivés pour les traiter ne manquent pas non plus, les talents ne manquent pas. La vraie question ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner un réseau et comment on fait en sorte que des idées intéressantes rencontrent un public intéressé. Voilà. Excusez-moi pour la formule. Merci. Non mais tu veux poser une question ? On va peut-être ouvrir les questions au public. Non ? Est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Bonsoir. Moi j'ai 2 questions. Pour rebondir sur ce que disait Benoît, à qui s'adresse ce livre ? C'est ma première question. Au futur. Je pense à un public très large, justement, c'est ce qui explique aussi une partie du succès relatif du livre. Il y a aussi un phénomène d'actualité, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a été quand même beaucoup dans les médias l'année dernière au moment du démantèlement. Comme on l'a dit, il y a quand même tout un imaginaire de violence, d'images qui sont passées en boucle par des grandes chaînes d'information, par BFM et d'autres, et où on voit effectivement ce que disait Cyril tout à l'heure, plutôt des images de violence, voilà. Ça, on va dire, c'est, je sais pas, 1% de la réalité, mais c'est quand même quelque chose qui, du coup, c'est un niveau national. On a tous
tous plus ou moins vu dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc., des images de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a aussi l'idée que ça parle à un grand public, et puis c'est aussi un sujet de société. Donc voilà, il y a des enjeux économiques, on a parlé de Vinci. Voilà, donc il y a ce premier public. Et après, je pense qu'il y a tout un public qui est celui des étudiants en architecture, des architectes, des designers, des sociologues, des philosophes, tout un milieu qui peut s'intéresser aussi à ce sujet, des amateurs de photographie. Voilà, je pense que le public est assez pluriel et assez divers, quoi, très, très large. Et puis je pense qu'il y a aussi un public hors frontières, c'est-à-dire que c'est un phénomène français, mais on n'en a pas trop parlé, mais évidemment il y a d'autres exemples de ce type de tentative ou de réussite, suivant le point de vue qu'on adopte, mais à travers l'Europe, à travers le monde. Donc voilà, il y a une audience aussi. À un moment, on n'en a pas vraiment parlé d'ailleurs de cette question-là, mais de la langue dans laquelle on s'adressait à justement ce public dans le livre, parce que on a évoqué, bon après pour des questions de budget, ça a été abandonné, mais je sais. Ça ressort, c'est encore un peu prématuré, mais on envisage peut-être une édition portugaise pour le Portugal et le Brésil notamment, qui est très demandeur de ce genre d'informations. Et juste oui, je pense qu'elle s'adresse à l'ère du temps en fait. Hein. C'est une espèce de participation. Si vous voulez, c'est pas du tout un livre de recherche, d'analyse, etc. C'est une participation à ce mouvement qui, dans l'ère du temps, cherche à vivre autrement, quoi. Ça s'adresse à... Oui, c'est notre part qu'on met comme ça sur la table par la pédagogie, par la rencontre entre la pédagogie et ce lieu qu'est la ZAD, quoi. Et puis, voilà, toute l'équipe qui se trouve là, ensemble, on a produit cette affaire-là, et puis on la met là sur la table dans l'air du temps, mais clairement comme une participation à un mouvement qui est quand même pris dans une certaine urgence tranquille, mais quand même d'une nécessité extrêmement forte, quoi. Donc à l'air du temps et en quelque sorte à la jeunesse, ou à l'avenir en tout cas. Très rapidement, c'est une question qui m'intéresse parce que pendant toute la partie justement où on réfléchissait à ce qu'on allait faire avec ce livre, moi c'est quelque chose qui m'inquiétait. J'avais l'impression qu'on parlait à nous-mêmes plutôt en faisant ce livre. Donc, je voyais pas très bien à qui on essayait de parler. Et en fait, ce dont je m'en suis rendu compte pendant la campagne de crowdfunding, qui était particulière parce qu'elle est tombée à un moment à la fois le meilleur et le pire moment, parce que c'était en plein pendant les expulsions. Et au final, les gens, j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont participé au financement et qui sont devenus le public du livre, parce que c'était des gens qui étaient sympathiques à ce qui se faisait sur la ZAD et qui n'avaient pas l'impression d'avoir les moyens d'agir pour apporter leur soutien. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande partie du public du crowdfunding qui a participé au financement du livre en se disant que c'était une manière pour eux d'agir, voilà, d'aider le mouvement de la ZAD. Voilà. C'est sûr parce que on a été étonnés au moment du crowdfunding. Je ne sais pas si vous savez tous comment ça fonctionne, mais en fait, on préachète un livre. C'est comme si on l'achetait en librairie, mais on l'achète avant. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont participé sans rien demander en contrepartie. Ce qui est quand même assez rare. Et voilà, pour des montants, alors des fois le montant du livre, mais des fois des gens qui ont mis 150 € qu'on ne connaissait pas, enfin nos réseaux en tout cas ne connaissaient pas, mais ils disaient clairement... Non, mais il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs, mais des gens qui ont mis des sous comme ça en disant juste, voilà, ils aimaient le projet, ils voulaient aider, mais ils ne voulaient pas forcément de livre. Et c'est les premières fois que ça nous arrive. C'est effectivement le projet qui a séduit les gens et qui les a poussés à participer, quoi. C'était le cadeau de Noël impeccable. C'est genre, on le met sous le sapin, et puis on voit ce qui se passe. Ma deuxième question, c'était quand on s'intéresse au comment ils ont fait, je me demandais si dans les discussions que vous aviez eues sur ce que vous alliez raconter dans ce livre ou
le parti pris que vous preniez, la question du processus de fabrication de ces cabanes, vous aviez réfléchi ou pas à le raconter, c'est-à-dire qui les avait construites, en combien de temps, enfin voilà, se dire vraiment, ça c'est le résultat, et on montre et on préserve ce résultat, mais est-ce qu'on apprend de ce processus, et est-ce qu'on peut transmettre aussi ce savoir-là Alors oui, c'est une question qui est venue finalement assez rapidement, même avant qu'on sache vraiment quelle forme ça allait prendre, puisque on savait qu'on allait relever des choses sur place, on savait qu'on avait certains outils, le dessin, le relevé architectural, photographique, mais il y a aussi eu beaucoup d'enregistrements, des entretiens qui ont été faits, qui se retrouvent sous une certaine forme, dans certains textes, qui ont permis, même si ce n'est pas littéral, il n'y a pas d'entretien directement dans le livre, mais qui ont permis quand même de... Il y a encore les dessins. On a choisi à la fin de mettre les relevés aussi qui ont été faits à la main. Donc oui, c'était une question de savoir comment est-ce qu'on allait traiter ça. Ça transparaît par certains textes, et ça, je pense aussi, guider certaines manières de dessiner, de définir aussi le degré de détail, le degré de précision des dessins dans les assemblages de construction, par exemple, puis le choix de ces modes de représentation, donc architecturaux, plans, coupes, etc., qui permettent aussi de traduire comment est-ce que ces cabanes sont montées, comment est-ce qu'elles prennent de la hauteur, comment elles s'étalent, comment elles s'intègrent dans le sol, justement les questions de proposer des coupes aussi, ou ce genre de dessin presque un peu plus technique, permettent de traduire d'une certaine manière, sans dédier spécifiquement ce dessin, à permettre de montrer les façons dont elles ont été construites. Par rapport à l'histoire de la construction même des cabanes, il y avait beaucoup d'histoires qu'on a entendues et dont on avait envie de parler. Mais à un moment, il y avait presque eu de la pudeur en fait à en parler, parce que souvent c'est des histoires presque de famille, des histoires très personnelles. Et c'est pas les gens qui sont sur la ZAD ne sont pas tous des gens en lutte, qui ont envie de parler de la lutte. C'est aussi beaucoup des gens qui sont juste là pour vivre leur vie. Et donc, c'était pas évident de se dire on va raconter l'histoire de leur vie, alors qu'il y a aussi toute cette question de l'anonymat sur la ZAD, on parle de Camille, on parle pas. Et donc, à un moment, on a envie de raconter cette histoire parce qu'elle est belle et parce qu'elle donne une autre vision de la ZAD que celle qui est transmise par les médias. Mais est-ce qu'on peut la dire, et est-ce qu'elle va être perçue de la bonne manière? Est-ce qu'on a les moyens pour la communiquer? Donc, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé beaucoup par le dessin, parce que c'était une manière authentique, en fait, de parler de ce que nous, on avait vu. Non, oui, la question de l'anonymat, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même une crainte des habitants de la ZAD. Cyril l'a un petit peu évoqué lorsqu'il est venu faire des photos. Il était hors de question de faire poser des gens, etc. C'est des gens, il faut quand même bien comprendre qu'ils sont... Alors, ils sont peut-être pas fichés, mais en tout cas, ils sont fichés. Bon, ils sont fichés. Ils veulent pas que leur plaque d'immatriculation soit photographiée. C'est pour ça aussi qu'ils ont cette méfiance vis-à-vis des photographes. C'est que voilà, ils sont quand même en lutte avec des forces de l'ordre. Donc ils sont quand même dans une opposition. Certaines des photographies, on a enlevé des gens sur les photographies parce qu'il y avait des points de vue qu'on n'avait pas autrement, et c'était cette photo. Et du coup, voilà, par respect justement de l'intimité dont tu parles, il y a des personnes qui ont été gommées sur des images. Donc voilà, c'est vrai que effectivement, dès qu'on rentre dans la construction, on rentre aussi dans les histoires des gens. Et moi, je voudrais juste rapidement, mais dire que l'idée aussi graphiquement du livre, c'était de rester dans une sorte de pudeur. Alors je ne sais pas si c'est de la pudeur ou une sorte d'humilité ou de sobriété
justement d'être à contre-courant un peu de l'univers graphique qui est véhiculé par les médias, de la lutte, des typographies en pochoir, des choses un peu faites à la main, et justement d'être dans un discours, alors pas universitaire, mais en tout cas vraiment d'essayer de ramener le sujet sur une espèce de sobriété, et effectivement d'être un peu respectueux de la vie des gens, et de parler des formes, des typologies de maisons qui sortent de ces histoires, mais pas forcément des histoires. Même si des histoires, effectivement, en filigrane, tu as raison, Lantin, on en parle un petit peu quand même. Pour continuer là-dessus, dans le livre, vous verrez, dans les dessins, il y a des courts témoignages des habitants de la ZAD. On en a écouté, hein, nous, éditeurs, des heures et des heures et des heures d'enregistrement, très riches d'ailleurs. Un jour, il faudrait arriver à en faire quelque chose de plus. Et justement, c'était pareil, on s'est attaché à prendre vraiment des extraits de témoignages qui ne parlent que de leur façon de vivre, mais de façon très anonyme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils cultivent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils font avec les bêtes, mais de ne jamais prendre, effectivement, parce que dans ces témoignages, il y a vraiment des heures et des heures, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes aussi, et ils parlent de leur vie, et de jamais prendre, justement, de jamais aller chercher dans l'intime de leur vie, parce qu'ils en parlent beaucoup aussi. Et c'était vraiment pas leur voler ça, quoi, dans leurs paroles. Moi, j'avais une question, toujours dans le thème. Est-ce que vous avez eu des échanges après la visite avec des gens sur la ZAD, ou est-ce que vous avez fait la visite, vous avez collecté des enregistrements, des dessins et tout ça, et après vous avez gardé les informations. Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des échanges, et et s'il y en a eu, comment? Moi, je ne suis pas personnellement en contact avec eux, mais c'est des gens qu'on revoit, qu'on a plaisir à inviter, à voir sur Paris quand il y a un événement, par exemple. C'est d'ailleurs dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Après, oui, on a eu affaire à beaucoup d'histoires assez singulières, donc c'était touchant. Après, peut-être Christophe, toi, t'en connais, tu es plus en contact avec eux. Je ne sais pas si tu peux parler. Oui, c'est juste un mot sur la question d'avant, c'est que le processus de construction des cabanes, dans ce cas-là, vous comprenez bien que c'est des processus dans lesquels ce n'est pas une question technique, mais où la vie est complètement mêlée, que l'histoire d'une cabane, c'est l'histoire d'une vie, et que là, je pense qu'on a aussi touché aux limites de nos compétences. C'est-à-dire qu'on a 25 heures d'enregistrement, d'interviews, de discussions. On a extrait des petites bribes comme ça, 3 fois rien. Pour plein de raisons, ça s'est fait sans vraiment le choisir, en gros, ce qui est passé à la trappe, en fait, ce qui n'est pas dans le livre, vraiment, c'est ces 25 heures d'enregistrement qu'on souhaitait faire réapparaître quelque part de manière ou d'une autre. Et puis en fait, c'est pas si simple, quoi. On n'est pas tout à fait anthropologue, on n'est pas... Et là, la matière des vies tellement mêlée aux cabanes, je pense que sans le choisir, on a décidé de laisser tomber ça un peu à côté, quoi. Et puis du coup, de se concentrer sur ce que j'appelle le support matériel des vies, ce qui est un peu notre job en fait, quoi. Voilà. Bon. Mais parce qu'il y a un avant, un pendant et un après. Hein, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure dans la vie. Et moi, j'ai eu des étudiants en stage où j'ai suivi des diplômes à Nantes, de gens qui se posaient la question de comment ils allaient exercer ou quel métier ils allaient faire. Et quand la ZAD s'est développée, il y a des gens donc, qui ont rejoint la ZAD un peu comme étant des professionnels ou des spécialistes et qui ont été totalement transformés en participant à cette opération et qui ont maintenant retourné dans la vie professionnelle peut-être pour certains. Il n'y a pas que les habitants. C'est en ça, à mon avis, que l'État ou la société a mal compris. C'est un grand laboratoire. Il y a les gens qui y vivent. Il y a des gens d'abord qui étaient, admettons, je sais pas, imprimeurs et qui sont devenus zadistes parce que voilà, leur vie d'ouvrier dans le labeur du livre, ça leur plaisait pas. Ils ont changé de vie. Il y en a d'autres qui avaient un métier et qui, en allant voir ça, ont changé leur métier et qui maintenant peut-être vont se trouver
dans la vie professionnelle avec un autre regard. C'est-à-dire que c'est un rayonnement. Les étudiants, voilà, c'est un autre regard. Il faut le vivre comme un grand laboratoire qui doit fonctionner tout seul. Justement, il ne faut pas en faire un laboratoire fermé, un laboratoire dont on voudrait légitimer ou soutenir et tout. C'est une porte ouverte à une autre façon de vivre. Et c'est un maillon d'un ensemble. Et donc, il faudrait maintenant regarder d'autres choses qui doivent exister ailleurs pour des gens qui défendent leur entreprise. C'est peut-être la même chose. Il y a des gens qui, aujourd'hui, occupent leurs entreprises ou luttent sur le plan syndical et politique, pas comme avant. Avant, c'était sauvegarde de l'emploi ou sauvegarde de l'outil de travail et tout. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être comment vivre sur le territoire où le travail a disparu. Vous voyez, on l'a vu d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, il y avait des questions de fond sur la vie. Même, je pense qu'il y a un très grand sujet. Moi, mon fils a fait ça très tôt. Il était aux Beaux-Arts et tout. Il s'est occupé des ronds-points il y a 30 ans. Il a dit, voilà, dans l'histoire de l'humanité, le carrefour, c'est ce qui a fait la vie. C'est-à-dire que ces deux personnes qui marchent dans le désert, elles se rencontrent et elles décident de fonder une ville. C'est la rencontre de deux. Et après, on a toujours dit, c'est le carrefour. Et donc, nous, on a produit des objets qui sont le contraire de la vie. C'est-à-dire que c'est des objets autour desquels on tourne. Moi, un jour, il y a même un cardiologue qui m'a dit, c'est la congestion cérébrale, le carrefour. Il faut l'interruption du flux sanguin pour pouvoir vivre. Le flux permanent, c'est la congestion. Moi, je me suis attaqué au carrefour, mettons, en tant qu'urbaniste. J'ai dit, maintenant, plus de carrefour parce que c'est la congestion. Et donc, la ville dont je m'occupais, il n'y a pas de carrefour. Aujourd'hui, les carrefours qui ne servent à rien, sur lesquels on met une vie artificielle avec une charrette, un truc, je ne sais pas quoi, pour rappeler la vie d'avant, c'est ces endroits-là qui ont été pris pour en faire des lieux de vie. Je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a plusieurs milliers de carrefours en France. Et pourquoi on a fait de cet endroit un endroit de vie? Voilà. Et donc là, je crois qu'il y a un retournement d'appropriation des choses. Et la zone sensible de la ZAD, le grand projet qui ne sert à rien, vous allez voir, ça va se développer parce que voilà, ça va arriver partout. Il n'y a pas qu'à la ZAD. Et donc, il faut, à mon avis, laisser ce mouvement se faire et regarder les autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Et c'est ça que le livre, il ne s'adresse pas à un public. Le livre, quand on fait un livre, c'est parce qu'on a envie de le faire. Et après, on ne sait pas ce que ça sème. Ce qui est formidable dans le livre, c'est qu'on ne connaît pas le lecteur. C'est pour ça que j'adore lire. Parce que du coup, je me prends... Ben oui, je vais chercher. Puis je suis en contact avec mon auteur ou avec eux. Et c'est un contact intime. Donc là, on ne sait pas les effets positifs ou les effets que le livre aura. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut en faire d'autres. C'est pour ça que c'est bien de faire ça dans l'école ce soir. Et c'est très bien qu'il ait fait cette invitation aux ateliers, parce que cette école a été créée, vous vous rendez compte, moi quand je l'ai créée, c'était une école dans laquelle on n'enseigne pas. Voilà. Pour revenir peut-être sur la question, c'est une question qu'on s'est posée aussi, parce qu'on avait envie, en prenant de la ZAD, de ne pas le faire tout seul, et de continuer à le partager avec les gens, je pense, qui nous avaient inspirés sur place, parce qu'on a essayé sur place de discuter beaucoup avec les gens, donc ça paraissait étrange après de rentrer et de faire notre truc un peu comme des scientifiques qui viennent sur place, qui prennent du matériel et qui repartent. Et il y a des gens au sein du groupe qui est allé là-bas qui sont vraiment rentrés, enfin, qui ont vraiment accroché avec la ZAD et qui sont même allés vivre sur place après. Donc ça nous a permis de faire le lien aussi avec les gens sur place et pas d'être des experts extérieurs qui viennent et qui s'en vont. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que même au tout début des dessins, je me souviens, on avait essayé d'envoyer des dessins à certaines des personnes qui nous avaient accueillis et on n'avait pas eu de retour. Et au début, c'était un peu surprenant. Et en fait, le projet, il a mis longtemps, il a mis 3 ans, et on n'était pas le premier projet à venir sur la ZAD en disant « ouais, on va faire des dessins ». On n'était même pas les premiers archis à venir en fait, sur la ZAD. Et donc, du côté des habitants, pour eux, ça n'allait pas fonctionner. En fait. Pour eux, on arrivait, c'était marrant, on faisait des relevés, et puis après, on allait laisser tomber. Et donc, du coup, il n'y avait pas forcément... Ils avaient aussi beaucoup d'autres choses à faire. Ils étaient quand même en lutte. Et donc, du coup, c'était pas évident de... on n'était pas dans la même échelle de temps, on n'était pas dans la même échelle d'occupation. Et donc, c'est vrai qu'on a eu du mal. Je pense que le moment où on a eu le plus de contact et d'échanges, c'est le moment où ça commence à se concrétiser. Et de leur côté, ils voyaient que c'était sérieux, qu'on était sérieux, et qu'on n'avait pas fait ça juste en voyage d'études pour découvrir des choses, quoi. Oui, c'est la question de la durée de la relation, c'est décisif sur ce genre d'entreprise, évidemment.
On y était longtemps avant. Il faut y aller pas mal de fois, rencontrer, discuter, prendre le temps pour rendre le projet possible. Et une fois que le projet est possible, qu'on le fait, etc., bah, il faut continuer. Enfin, encore une fois, quand je dis nous, c'est notre participation à ça. C'est pas du tout une étude scientifique de la ZAD. C'est voilà, on est entré dans une relation avec la ZAD. Individuellement, chacun gère ça à sa manière, mais on y était encore il y a un mois quand est venu Patrick au lieu unique présenter le livre. On est retourné avec les étudiants qui sont derrière des nouvelles promotions qui n'avaient pas participé au livre pour aller apporter sur la ZAD aux gens qui avaient participé, qui nous avaient reçus, 50 exemplaires du livre qu'on avait négocié dès le départ dans le contrat avec l'éditeur pour que cette chose-là retourne et puisse se diffuser sur la ZAD. Et à cette occasion-là, on a fait, comme on fait tout de suite, une discussion. C'était en plus le dimanche porte ouverte sur la ZAD, etc. Donc ça continue. Hein, on les a invités. Alors évidemment, c'est les grands absents de ce soir. Hein, quand on dit on est tous ceux qui ont fabriqué le livre, on est là. Non, sauf les zadistes qui ont évidemment fabriqué largement le livre aussi, non seulement en ouvrant les portes, mais dans la manière de le faire, etc., dans les relations qu'on a nouées, quoi. Donc c'est la question de la relation à long terme qui permet d'être dans une relation non instrumentale et absolument décisive, quoi. Là, on sort du terrain anthropologique, quoi. C'est des amis. Moi, j'avais juste une question. Je vous remercie. Je remercie Patrick d'avoir parlé tout à l'heure de l'importance de faire du terrain en tant que n'importe quelle personne, et particulièrement en tant qu'étudiant. Et c'est vrai que moi, je me la pose aussi assez souvent aujourd'hui. Et je voulais savoir si, justement, le fait d'avoir été sur le terrain pour ces étudiants en architecture, et puis je salue au passage l'initiative des professeurs d'avoir fait ce projet, si ça a changé un petit peu votre point de vue en tant qu'architecte, et en ayant reçu peut-être une éducation un petit peu plus classique au départ, de se confronter à des architectes qui n'en sont pas, et pour construire les futurs habitats de demain en prenant peut-être un peu plus en compte l'habitant et l'environnement dans lequel ils doivent s'inscrire. Moi, je vais être assez bref, c'est que on m'a souvent appris à créer ou à inventer, un peu ex nihilo, à beaucoup dessiner. Et en fait, je crois que maintenant, fondamentalement, on est fait pour imiter et essayer d'améliorer ce qu'on voit et ce qu'on peut comprendre des choses. Donc maintenant, j'ai vraiment changé ma manière de voir, et je pense qu'il faut plutôt chercher à imiter et à améliorer ce qu'on voit, plutôt qu'inventer un peu ex nihilo, comme on a pu apprendre parfois. Moi, j'avais peut-être une question, du coup, et peut-être pour vous, Patrick Bouchin. Comment on fait aujourd'hui, avec la dématérialisation des outils, pour donner envie aux gens d'aller sur le terrain, de vivre les projets, et de ne pas les faire depuis l'ordinateur, et comme vous le disiez tout à l'heure, avec une chaîne de personnes, de 10 personnes, à travers lesquelles l'information va passer, mais on n'aura pas un contact direct justement avec le projet, avec le lieu du projet. Comment on fait aujourd'hui pour donner envie aux gens d'aller sur le lieu du projet pour pouvoir sentir les choses, le voir, et donc mieux l'appréhender, mieux construire? On l'a un tout petit peu dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas là où la chose doit se faire. Tout acte est contextuel. C'est une situation contextuelle. Donc il faut prendre l'habitude que voilà, on habite avec ou pour les gens pour lesquels on va travailler. On ne peut pas construire une maison sans savoir pour qui, et on ne peut pas donc construire une maison sans savoir qui va la construire. Donc c'est déjà très important de dire qui va l'habiter et qui va la construire. Et donc après, si on se met sur le terrain, en fin de compte, c'est assez drôle, on s'aperçoit très vite que les outils que l'on a aujourd'hui, qui nous paraissent donc des outils très performants, perdent de leur efficacité sur le terrain. Soit parce que quelquefois, donc, je m'arrête de parler parce que mon téléphone n'a plus de batterie, vous l'avez entendu souvent comme ça, ou merde, tiens, j'ai pas de prise à cet endroit et tout. Et donc, du coup, ça oblige à reprendre pied avec la réalité. Voilà. Donc, et c'est pas de dire le dessin à la main, c'est mieux que le dessin informatique. Peut-être que les deux se complètent, mais le dessin à la main, c'est quand même
indispensable pour faire les choses. Alors en étant sur le terrain, moi, c'est comme ça que je fais. C'est vrai. Maintenant, j'habite plus parce que voilà, je suis fatigué, mais toute personne qui travaille avec moi habite là où l'objet est à construire ou à concevoir. Et ensuite, il se fait avec les gens, mais il ne se fait pas de manière participative, au sens qu'on demande l'avis. On essaye de voir qui sait faire la chose ou qui peut faire la chose. Ouais. Parce que le problème, il est quand même là. C'est ce que Christophe disait tout à l'heure. On va vers un monde où ce que l'on nous propose, ça n'est plus un modèle pour ceux qui peuvent l'atteindre, et pour d'autres, ça sera inatteignable parce que ça n'existera plus. Donc, il faut quand même se préparer à ce monde. C'est que soit vous êtes au chômage et vous êtes malheureux, soit vous êtes au travail et le travail qu'on vous donne vous rend malheureux. Donc, il y a un problème. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, se remettre sur le terrain et considérer qu'on va devoir le faire soi-même, peut-être. Donc, moi, c'est assez simple. C'est-à-dire que, exemple, mettons, moi, je n'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Et je n'ai jamais allumé un poste de radio de ma vie. Voilà. J'ai considéré que je passerais par quelqu'un pour allumer. Voilà. Et donc, pendant très longtemps, je n'avais pas de téléphone portable, y compris même voilà, pour des gens très importants pour lesquels je travaillais. Pour un ministre, admettons, qui a envoyé un jour la gendarmerie pour me porter un pli. Quoi, voilà, donc, en disant, vous ne répondez pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc, je pense que quand vous faites ça, vous réintroduisez un rapport normal. Manger, on mange tous les jours. On mange 2 fois par jour ou 1 fois par jour, mais on mange. Tous les jours, on fait un repas, et il y a beau y avoir la robotique, la domotique, et ainsi de suite. Voilà, on mange quand même avec une fourchette, on achète des légumes, on sait comment ça se fait, mais on le refait tous les jours, on invite des amis, on fait goûter les choses. Donc, il faut faire toute sa vie comme ça. Il faut donc tout le temps refaire les choses, les refaire simplement et autres. Et donc, moi, je vous jure, c'est de dire, je me sers de quelqu'un d'autre, vous voyez, comme un handicapé, pour faire la chose. Donc, j'ai fait des projets, soit avec un ouvrier qui ne savait rien d'autre que construire, ce qui était donc déterminant pour que la chose se fasse, soit avec quelqu'un qui concevait et qui ne savait rien d'autre que de faire de l'ordinateur, et moi je ne savais pas. C'est-à-dire de dire je ne peux pas vivre sans lui. Et donc je racontais le projet à la personne qui dessinait. Vous pouvez à un moment donné dire je sais, mais je ne fais pas faire. Moi j'ai eu une maladie cardiaque, j'ai été opéré par un chirurgien qui utilisait une nouvelle technologie que son professeur lui avait apprise, mais que lui ne savait pas faire. Le professeur était dépassé par son élève, parce qu'il était arrivé une technique que lui ne pouvait pas, parce qu'il opérait avec un robot et il regardait sur un écran. Lui, il était capable de décomposer le geste entre voir et tout, mais pour lui donner le geste à faire, seul celui qui un jour, avec une paire de ciseaux et une aiguille, avait recousu. Voyez. Et donc c'est ça, il va falloir que tout le temps, on passe de la modernité à l'archaïsme, de l'archaïsme à la modernité et autres. Et donc, il ne faut jamais dire que voilà, tout ce qui était avant n'était pas bien ou tout ce qui était avant était mieux. Il faut tout le temps tout mêler. Et je vous jure, moi j'ai commencé comme ça en disant, là, les 12 intermédiaires, je vais me rapprocher de la main qui réalise. J'ai juste dit ça, je dis, je vais dessiner à la main devant la personne qui réalise pour que nos 2 mains se rencontrent. Donc j'avais fait un plan pour vérifier que ça marchait, et je n'ai jamais montré le plan, et j'avais le plan en tête, vous voyez, comme un danseur, ou comme un cinéaste, ou comme un écrivain, et je dessinais quelque chose que j'avais longuement préparé avant, donc j'étais en parfait état, mais le geste, je le faisais devant lui. Et je l'ai appris comment ? J'ai visité un jour un chantier, le siège du comité central du Parti communiste, qui est construit par Oscar Niemeyer. J'ai été très jeune, et je fais la visite avec lui, parce que je travaillais avec lui. Il monte sur la dalle, et il dit, ça n'est pas comme ça. Et les architectes, qui étaient les architectes d'exécution pour Oscar Niemeyer, disent, mais si Oscar, regarde, c'est comme ça, regarde le plan. Il dit, non, c'est pas comme ça. Il dit, comment c'est pas comme ça? Il dit, non, c'est pas comme ça. Et alors, il y avait des plans avec des compas, il y avait des cercles, des crayons, de courbures et tout. Il dit, donnez-moi une craie, appelez-moi le chef de chantier. Il appelle le chef, et il lui dit, voilà, je vais te montrer comment c'est la courbe. Il prend la craie, sur le béton, il dessine. Alors les autres, ils disent, mais c'est comme ça, Oscar, c'est la même chose. Il dit, oui, mais je voulais qu'il voie le geste. Voilà. Et maintenant, il peut comprendre les plans. Et ben, je pense que c'est ça. Oui, il faut tout le temps ramener, il faut en effet des plans. Mais peut-être qu'avant le plan, il faut comprendre pourquoi il y a le plan. Et c'est ça, parce que moi, comme ce soir, c'est le débat sur le livre, je pense que, et c'est pour ça que j'ai eu tout de suite un très grand intérêt. Le premier, c'est d'enseigner ça à l'éducation nationale. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, avec Notre-Dame,
on s'est rendu compte qu'on allait manquer d'artisans. Alors c'est panique. Oui, précise. Notre-Dame de Paris. Et pas Notre-Dame-des-Landes. On s'est rendu compte qu'on allait manquer d'artisans. Et à ce moment, il y a des artisans qui ont dit non, il y a encore plein de gens. Hein. Mais l'éducation nationale s'est rendue compte qu'elle ne formait pas les artisans du patrimoine. Elle formait en fin de compte des ouvriers pour le bâtiment, dans les lycées d'enseignement professionnel. Et donc ils se sont dit, mais attends, c'est formé où? C'est donc archaïque, c'est les compagnons du devoir, c'est les chambres syndicales et ainsi de suite qui forment. Et donc ils ont commencé à se dire, tiens, on pourrait peut-être rapprocher l'enseignement professionnel de l'éducation nationale des métiers traditionnels. Et pourquoi moi j'ai toujours soutenu leur travail donc au lycée quand même Chériou, qui est un lycée à Vitry, qui n'est pas un lycée d'excellence comme on dit et tout, c'est de dire peut-être qu'on ne forme pas à l'éducation nationale à ces nouveaux modes de vie. On ne forme pas à l'éducation nationale peut-être à l'écologie. On ne forme pas en classe primaire des enfants à l'agriculture et à l'écologie. Et donc là, je trouve qu'il y a eu un travail qu'ils ont fait qui a été long, qui a été reconnu tardivement par l'éducation nationale, et le fait d'emmener des étudiants sur un territoire comme Notre-Dame-des-Landes, où normalement c'est interdit quand même, voilà. Je pense que c'est cet acte-là qui est déterminant, et c'est celui-là qui est l'impulse voilà, nécessaire. Et après, revenir au dessin archaïque, revenir en effet à la relation avec l'habitant, se poser la question du temps. Les 3 ans, c'est déterminant. Donc moi, je pense que pour répondre à ta question, il suffit de vivre simplement. Et je pense que j'ai un crayon dans ma poche. Là, je l'ai cherché tout à l'heure. Et ce crayon ne se fabrique plus. Et donc, j'ai un grand problème, c'est que je ne sais dessiner qu'avec ce crayon. Donc, j'ai acheté des boîtes d'avance. Et à chaque fois que je perds un crayon, je mesure le temps qu'il me reste à vivre en me disant, si j'en perds un tous les ans, combien de crayons il me reste et combien de temps il me reste à vivre pour vivre. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être continuer autour d'un petit verre. Pardon. Je suis arrivée en retard, alors peut-être vous avez déjà parlé de ça. Mais je voulais savoir s'il y avait eu... parce que il y a un... Enfin, pour moi, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, ah, mais ça a dû mettre vachement en danger les cabanes. Parce que c'est un relevé hyper précis et de l'intime des cabanes qui est livré au grand public. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça fait une bonne banque de données pour les flics. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est une question qui a été posée en amont, qui a été réfléchie avec les habitants, habitantes, et est-ce qu'il y a eu... Enfin, c'était quoi les relations de confiance aussi qu'il y a eu Mais quand même, pour illustrer ce que disait Christophe tout à l'heure, quand il a raconté la chambre séparée du lieu commun, et du lieu de vie, et ainsi de suite. Moi, j'ai connu dans des HLM des gens, des familles, qui ayant 3 appartements, ont reconfiguré l'usage des 3 appartements cumulés pour avoir ça. Un appartement pour les enfants, par exemple, c'est assez commode. Voilà, allez, montez vous coucher. Voilà. Vous vous rendez compte, on peut, dans un HLM, dire bon, allez, prenez l'ascenseur pour aller vous coucher. Normalement, c'est dans un hôtel particulier qu'on dit ça. Prenez l'ascenseur pour aller vous coucher. Et vous vous rendez compte que l'office d'HLM a interdit que 3 familles fassent, avec 3 appartements, une grande maison. Donc ça veut dire que même dans quelque chose qui existe, on peut retrouver ce que la vie demande. C'est ça qui est important. C'est tout le temps dire, on a été interrogé par ces gens qui sont des héros, on pourrait dire, des héros à tout point de vue. Empêcher la construction de l'aéroport, apprendre la vie, ainsi de suite. Et après, on pourrait dire, tiens, ce travail de héros est-il reproductible ou existe-t-il ailleurs de manière invisible? Parce que le leur, il est plus visible, parce qu'il est très à la marge. Mais est-ce qu'il y en a un dans le droit commun qui est invisible et qui permettrait de changer? Mais non, on va préférer démolir ces logements, parce qu'on va dire que c'est pas bon sur le plan, je sais pas quoi et tout, pour construire les mêmes appartements, mais avec des doubles vitrages. Oui, c'est fou. Enfin, le fond de l'affaire, c'est ce que raconte Patrick. Hein. C'est jusqu'où on continue à se laisser gouverner. Ou jusqu'où on fait ce que la vie réclame. Jusqu'où on laisse fleurir ce qu'on a envie de faire, quoi.
Et là-dessus, je pense qu'il y a quand même un énorme boulot pour les designers, mais pour tout le monde, de reconfiguration de l'État, de le sortir de cette espèce de léthargie imbécile et catastrophique, quoi. Et que tous les gestes de ce côté-là, pour un peu d'imagination, d'assouplissement, de comment bidouiller cet État. Donc Notre-Dame-des-Landes, ça participe à ça, c'est une tentative, mais évidemment, l'idée, c'est quand même qu'elle se multiplie. Elle donne des forces et nous, ce qu'on fait à Vitry avec des étudiants, sur un master alternative urbaine dont on a déclaré toutes les intentions officiellement à l'Éducation nationale, qui a été autorisé officiellement, qui donne des financements, du matériel, des postes de profs, etc. Bon, voilà, tout ça a été parfaitement déclaré, accepté. N'empêche que, même dans l'Éducation nationale, n'importe où, il y a des marges de manœuvre, il y a des moyens de redonner un peu de vitalité, y compris aux institutions, quoi. Donc, Notre-Dame-des-Landes, ils le font en dehors, et évidemment, il y a 2500 gendarmes qui arrivent, pour revenir à la question, avec des hélicoptères, des drones, etc. Alors, bon, il faut se détendre un peu sur le côté, les renseignements pour la police. La police est très, très, très bien renseignée, depuis très, très longtemps. Ils ont les hélicoptères qui tournent en permanence. On voyait pendant les démolitions, hein, il y a une cabane qui se démolit d'un côté, hop, pendant la nuit, on la prépare pour la reconstruire. Le matin à 7 h, les flics sont là. Donc, malheureusement, on n'a livré aucun secret parce qu'ils savent déjà tout. Non, on a quand même choisi les plans de coupe pour éviter de montrer les souterrains avec les caches d'armes quand même, quoi. Non, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a une telle, il y a de tels fantasmes autour de ces constructions en fait. Faut que tu démontres quand même très clairement ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est que quand on voit effectivement les coupes, on voit que c'est une vie simple en fait qui se déroule à travers ces constructions et que qu'il n'y a pas grand-chose à cacher et que voilà, on ne va pas attaquer une table avec une cafetière, quoi. Donc finalement, j'ai l'impression que même pour les gens qui habitent sur la ZAD, c'était pas quelque chose de si fondamental que ça. Oui, il y a des problèmes d'illégalité, mais ils ont appris à vivre sous le regard des drones, etc. Et finalement, c'est des petits secrets, quoi. L'essentiel de l'affaire, voilà, petit à petit, ils ont compris que c'était des petits secrets, que la gendarmerie avait les infos, ils savent très bien qui vit où, de quelle manière, à quelle heure, etc. Et que finalement, tant qu'on ne les empêche pas de vivre comme bon leur semble, si la gendarmerie a le plan de tous leurs emplois du temps, c'est pas grave. C'est le problème des gendarmes, c'est pas le leur, quoi. Donc non, on n'a pas. Enfin, on a eu très vite, en tout cas, ces discussions-là avec eux, et très vite, ils nous ont dit ça va, quoi. Vous pouvez y aller. Ils savent déjà tout. D'ailleurs, pour finir là-dessus, parce que ça va un peu avec, ça m'avait frappé à la dernière enregistrement de la radio libertaire sur l'émission qu'on a fait. Il y a un zadiste qui disait c'était la ferme des sans noms. C'est Radio Aligre. Ouais, on lui a cassé sa cabane, mais il s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas grave pour lui. Il a juste dit, mais c'est pas grave, je vais la refaire ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre façon de vivre. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, évidemment, moi, on vient me casser ma maison, je vais pas être contente, quoi. Je vais pas dire, oh, c'est pas très grave, demain, je la refais 200 mètres plus loin. Mais eux, c'est ça, quoi. Et pourtant, les sans-noms, je veux dire, c'était un truc en dur, quoi. C'était, voilà, hein, il s'en fout un peu. Tu es d'accord? Ça va lui prendre du temps, c'est tout, mais c'est pas grave. Et oui, ça m'avait vachement impressionné. C'est pas le problème. C'est vrai que ça change aussi cette espèce. Il y a aussi une espèce de fluidité, si vous voulez, à la fois dans la constitution des collectifs, parce que les personnes, certaines arrivent sur la ZAD, d'autres s'en vont. Certains restent 2 mois, certains restent 2 ans, certains restent 10 ans. Mais il y a un flux de personnes comme ça, même s'il y a une petite base qui est solide, mais
Et à l'intérieur même de la ZAD, on peut passer d'une cabane à une autre. Mais comme dans la vie, comme vous à Paris, simplement parce que vous êtes avec votre amoureux, et puis à un moment, vous vous engueulez, je ne sais pas quoi, ça ne va plus, vous vous séparez, ben, il faut trouver une autre cabane. Ben, eux, pareil. Ils ont des amoureux, ils ont des cabanes, des problèmes de recomposition amicale, amoureuse. Tout d'un coup, ils veulent s'investir sur un projet ici ou là-bas. Ben, hop, ils vont habiter là-bas pour s'investir sur ce projet, pour filer un coup de main. Donc ça se recompose à peu près comme vous et nous, quoi. Mais c'est plus facile, c'est plus fluide quelque part. Parce que l'encastrement matériel est plus léger, quoi, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi, il faut voir que la ZAD, on parle toujours de la ZAD, mais en fait, il y a plein de gens sur la ZAD, il y a plein de gens très différents et qui ont aussi un rapport différent, chacun à la lutte et à leur vie sur place. Et on a aussi rencontré des gens qui avaient un rapport très très fort avec leur cabane qu'ils avaient construit. Et aussi ce fait justement de construire soi-même sa propre maison, ça fait que ça devient quelque chose d'extrêmement personnel. Et donc, quand on en parlait avec certaines personnes sur place, c'était extrêmement sensible, la question de la démolition, liée de l'expulsion. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils préféreraient brûler eux-mêmes leur cabane plutôt que de voir quelqu'un d'autre la détruire, parce que pour eux, c'était leur maison, c'était leur vie. Donc il y a aussi il n'y a pas de détachement par rapport aux cabanes, même s'il n'y a pas forcément l'aspect... c'est pas la même matérialité, c'est pas le même rapport aux objets, parce qu'ils l'ont fait. Ils ont autant d'œufs dans leur cabane que de cabanes dans leur vie. Mais c'est quand même pas aussi facile que de dire c'est un tas de planches et puis si on le démolit, je le referai ailleurs, parce que ce qui compte, c'est la lutte. Parce que pour beaucoup des personnes qu'on a rencontrées, ce qui comptait, c'était pas tant la lutte que leur vie. C'était d'abord une histoire de vie. C'est aussi pour ça que le livre, ça s'appelle Le métier de vivre. Donc là, même si la cabane, c'est pas la chose la plus importante, c'était quand même quelque chose de très important, quoi. Et après, juste pour finir, répondre sur la question de la confiance, toutes les cabanes qu'on a visitées, on y a été invités. Et ils savaient très bien ce qu'on allait faire. Il y avait des atlas, des cartes qui avaient été faits, donc il n'y avait pas de... Peut-être qu'il y avait de la méfiance aussi au début, mais en tout cas, on a été invités par les gens sur place à rentrer dans leur cabane qu'ils avaient fait, justement. Donc c'était très gentil de leur part. Mais sans pouvoir jamais tout raccrocher, moi je n'aime que raccrocher les choses. Alors admettons, moi je fais une opération à Mayotte. Donc Mayotte, c'est un département français. Donc c'est la même loi qu'en France. Donc c'est un département de la République. 80% des gens de Mayotte parlent le mahorais. Donc c'est un département où il n'y a que 20% de gens qui parlent français. Et on va construire, il y a eu un concours, je connais les architectes, donc j'étais allé voir, on va construire un lycée écologique d'enseignement professionnel pour le bâtiment. Alors j'ai demandé à voir le terrain. Alors je suis allé avec le recteur, puis on a pris la voiture, et il prend la route, puis il dit à son chauffeur, non, je pense qu'on est allé trop loin, reviens en arrière. Il revient en arrière, et il dit, non, c'est bizarre quand même, je ne retrouve pas le terrain de 5 hectares que l'État a acheté, là, c'est très bizarre. Alors il repasse, il dit, mais pourtant, là, avec le point GPS, c'est là. Il dit, tiens, c'est marrant, il y a 100 maisons sur le terrain. Vous vous rendez compte qu'en 2 mois, il y a 100 maisons, donc des cabanes, qui se sont construites par des gens qui n'ont pas de logement sur un territoire de la République, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un terrain qui était nettoyé pour la construction. Ils ont pensé que ce terrain, ils pouvaient le prendre, puisqu'il avait été déboisé et il y avait des sondages. Alors, moi, je posais la question, est-ce qu'on va démolir ces 100 maisons autoconstruites par des gens qui ne sont pas passés par un lycée professionnel pour apprendre à construire, pour construire un lycée d'enseignement professionnel pour des gens qui n'auront pas de travail? Et il me dit, non, ça c'est trop compliqué. Voilà. Eh bien, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Voilà. Et, il fallait changer de terrain. Il fallait dire, il y a d'autres terrains ailleurs, quoi, voilà. Mais comme à Mayotte, on n'est jamais propriétaire, parce que ça revient à ce que tu dis, on n'est jamais propriétaire, on s'approprie le terrain. C'est un peu le cas de la ZAD. Ils ne veulent pas être propriétaires, on se l'approprie. Donc là, du coup, eux, utiliser un terrain vide, c'était pas voler. C'était en effet prendre provisoirement un terrain pour y habiter. Donc ça devrait être une grande question. On aurait dû dire, allez, on en fait un débat. Eh bien non, on va mettre une palissade, on va détruire les 100 maisons, et ainsi de suite, pour former des gens qui n'ont pas travaillé. Ça n'est plus possible. Voilà. Il faut le raconter avec joie. Il ne faut pas le faire en se cognant. On a raison, on va retourner la situation pour pouvoir vivre. Enfin, un truc douloureux, un truc on ne peut plus jouissif.
D'ailleurs, on jouit de son habitat. C'est dans le droit français.